Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 420 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le bilan 2025, cette fois des Washington Wizards. Bilan des Wizards en compagnie de Azad du NBA Dreamcast Show, bien entendu. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler des Washington Wizards, les bilans 2025 sur les Wizards. Et aujourd'hui, pour parler des Wizards, on reçoit un magicien, quelqu'un qui se fait appeler souvent le magicien dans le privé, mais il ne m'a pas dit dans quel domaine tout à l'heure. C'est Azad, comment ça va Azad? Super, tip top, bah ouais, parce que ouais, j'allais dire j'ai tout appris à Disneyland, mais je ne suis jamais allé à Disneyland, donc même pas. C'est de pire en pire les intros, non? C'est de pire en pire, mais du coup je sais jamais lesquelles t'enregistres et lesquelles t'enregistres pas, mais celle-là je sais pas si tu vas la garder. Ah oui, parce que parfois je fais des feintes d'intro honteuse. Non, ça va, parce que... Non, mais c'est par rapport à Harry Potter, non? Tu m'as dit que t'aimais bien Harry Potter? Oui, j'aime bien. Non, pas spécialement. En plus, enfin, j'ai pas d'avis sur Harry Potter, voilà. Bon, Azad du NBA Dreamcast Show, évidemment. Comment ça va en cet été moins chaud qu'il y a quelques jours? Ouais, bah écoute, là je suis à Strasbourg et en effet, il fait pas si chaud que ça. Donc voilà, c'est bien, c'est tempéré, on peut rester habillé. Au moment où on enregistre, on précise, Marcus Smart n'est toujours pas revenu à Boston, mais peut-être ça va venir. Est-ce qu'on l'espère ou pas? Parce qu'on va parler de l'équipe de Marcus Smart, là, mine de rien. Ouais, tout le monde l'a oublié, mais il est au Wizard. Non, moi j'ai pas oublié. Mais apparemment, ça serait en potentielle discussion que s'il était coupé, il y aurait potentiellement un retour à Boston. Bon. Je sais pas si je lui souhaite parce que l'année prochaine, l'équipe elle va pas être compétitive. Et je préférais le voir dans un contexte compétitif, mais bon. Ouais, effectivement. Bon, après, il sort de 2 saisons un peu compliquées, Marcus Smart, mine de rien. Mais c'est marrant, alors je pense qu'on va pas en parler aujourd'hui, mais on va parler aujourd'hui des Wizards qui ont accumulé une bande de vieux, là, que c'est quand même assez impressionnant. Mais surtout, c'est des contrats finissants, pour le coup. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont fait. Oui. Donc on a du Middleton, on a du Marcus Smart, il y a McCollum aussi, qui est arrivé en trade cet été depuis Pelicans, qui est aussi un contrat finissant. Donc c'est marrant de voir que effectivement les Wizards se préparent un cap space 2026 pour pouvoir signer. Personne. Tu sais que la dernière fois qu'ils avaient voulu faire un coup à la free agency, c'était Kevin Durant. Et il s'était un peu passé à côté en 2016 à l'époque. Ouais, après tout le monde est passé à côté en 2016 finalement. C'est vrai. Surtout Boston, non? Boston n'était pas loin, je crois. Putain, ouais. Ils étaient pas loin et au final... Avec Tom Brady, non, qui était là dans la réunion, et dans le Kelly pitch. Et Kelly Olynyk, comme quoi, tu vois. Waouh. on sait y faire. Non, mais Washington, en vrai, donc c'était il y a 10 ans maintenant, pile 10 ans plus tard, 2016-2026, mais avant 2016, il y avait 2-3 années de rumeurs comme quoi, Kevin Durant, il est de Washington et tout, les Wizards, il y a Bradley Beal, il y a John Wall et tout, et ils sont catastrophiques la seule année où il ne joue pas, donc en 2016. Alors que 14 et 15, c'est une équipe qui monte et tout, et puis 16, patatras, quoi. Donc c'est un peu, bref. Il y a Brogdon aussi dans les vieux un petit peu. Il y a Brogdon, effectivement, j'ai oublié, tout à fait. Richaun Holmes aussi est toujours par là, parmi les vieux en contrat finissant. On verra. Mais je suis pas sûr que Luka Doncic signe aux Wizards l'an prochain, mais bon, on sait jamais. On sait jamais. Bon, avant de commencer, alors j'ai dit le Dreamcast Show, mais j'ai pas dit c'est quoi, c'est Celtics Blog aussi. Qu'est-ce que, comme d'habitude, il y en a plein. Dis-les, vas-y. On fait, je suis un peu partout, mais pour l'instant, pas grand-chose cet été, pas été très actif cet été. J'ai pas, l'été m'inspire rarement, ça manque de matchs. Donc. Tu veux dire que tu passes pas tes étés à produire 70 podcasts, toi? Non, je suis assez mou l'été, je suis un peu fondu au soleil. Non, là, on a commencé, parce qu'il faut savoir que ce matin, on a déjà passé 2 heures ensemble pour enregistrer la première partie du top 25 des moins de 25 ans. Donc, c'est quand même chouette. Donc, il y a ça. Et après, sinon, pas grand chose, Je vais voir, peut-être refaire un peu des vidéos sur la WNBA cet été. Je m'étais dit que la Summer League aussi, ça allait m'inspirer et ça m'a pas du tout inspiré. Donc, on va voir. Disons qu'on a atteint le point où maintenant les équipes NBA font du load management en Summer League. Donc, disons que ça, plus le fait qu'avant, la Summer League, c'était un truc un peu de hipster, c'était cool. Et maintenant, tout le monde y va, les places sont chères.
Ouais, Las Vegas, etc. Mais bon. Non, par contre, vraie question, est-ce que ça va dans la vie en général? Est-ce que tu pas trop de déprime? Pourquoi t'as demandé à faire les Wizards dans ces bilans 2025? Alors, parce que je pars du principe que tu veux faire les 30 équipes et que il faut bien que quelqu'un fasse les Wizards, il faut bien que quelqu'un fasse les Pelicans, il faut bien que quelqu'un fasse le Jazz. Et comme je pense que si tu le proposes à quelqu'un, ils vont dire non. Ou même, je sais même pas si tu vas oser le proposer à quelqu'un. Je préfère un petit peu me sacrifier. Voilà. Là où t'exagères un peu, c'est que les Pelicans, c'est quand même hyper intéressant. L'an dernier, ça l'était. Oui. Le Jazz, t'aimes bien aussi. Oui, mais moi j'aime bien. Mais je me doute que c'est plus difficile. Tu vas avoir peut-être plus de mal à trouver des gens pour faire les Wizards que pour faire, je sais pas, les Lakers par exemple. Je me disais, c'est peut-être parce que t'as envie de me voir galérer à défendre Jordan Poole, c'est ça? Non, peut-être par... je sais que t'es pas fan de sa saison, mais du coup tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi. Justement, excellente transition. Donc, les bilans 2025, c'est comme d'habitude. On fait le bilan des 30 franchises, équipe par équipe, petit à petit. Et en fait, c'est l'ancien nom, c'était les 10 stats de la saison. Vous vous en souvenez, peut-être les plus anciens. L'idée, c'est on fait un bilan en 10 points clés. Voilà, 10 points clés. Donc, 10 stats. Les stats peuvent être des stats intéressantes en elles-mêmes ou juste un prétexte pour parler de plein de petits sujets. Donc, on fait un bilan aujourd'hui des Wizards en 10 points clés ou plus. Tu as peut-être prévu plus de 5 stats de ton côté. Moi, j'en ai aussi plus de 5. Donc, il y a plein de petits cas sympas à aborder. Et c'est vrai que c'est toujours marrant dans ces équipes un peu nulles, c'est que les stats collectives, on va, je pense, aller assez vite parce que les équipes sont assez nulles. Mais il y a plein de cas intéressants, je trouve, en termes d'individualité. Donc on verra si on parle de tout ça. Il y a des Français en plus à Washington, donc d'autant plus intéressant. Si t'es prêt, on peut y aller. On peut donc y aller. Je peux te lancer. Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour ces Washington Wizards 2025? 0,97. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? 0,97, ça aurait pu être plein de choses. Je ne sais pas ce que ça aurait pu être. Mais du coup, c'est l'efficacité de Bilal Coulibaly sur drive cette saison, en points par drive. Et alors, est-ce que c'est bien ça, docteur? Alors, imaginons qu'on prenne les 86 personnes, enfin 86 joueurs qui ont fait plus de 8 drives par match cette saison. Donc, ce que Bilal Coulibaly a fait, donc en gros, on prend tous les joueurs qui ont fait entre 8 et 20 drives, vu que SJ en a fait 20, et on les classe par point par drive. Donc, pour calculer le point par drive, on fait assez bêtement, finalement, la méthode du true shooting. Donc, on prend le nombre de points marqués sur drive et on le divise par la formule qui additionne du coup les tirs tentés plus les lancers francs tentés, avec les lancers francs multipliés par 0,44. Et là, normalement, j'ai perdu la moitié de l'audience. Ouais, on va le dire en français, c'est la productivité sur drive, quoi, grosso modo. Quand t'inclus les lay-ups plus la productivité aussi au lancer franc provoqué. Donc voilà, c'est la productivité / efficacité sur drive. Et donc, 0,97, c'est pas très bon, c'est ça? C'est 5e en partant du bas sur 86. Donc c'est pas terrible. C'est pas terrible. En fait, tout simplement, point par drive, si vous voulez, point par tir, c'est plus simple. C'est en moyenne, c'est 1,15 cette saison, la moyenne NBA. Et normalement, le drive, c'est un tir qui est censé être efficace, entre guillemets, au moins à la moyenne. Et Bilal Coulibaly, il est du coup à 0,97 entre Isaiah Collier, Brandon Miller, Treman, Dyson Daniels, Jonathan Kuminga, enfin voilà. Et Elfrid Payton. Donc c'est pas terrible. Ce qui est bien par contre là-dedans, c'est qu'il a augmenté son volume de drive. Donc, il y a un petit peu l'idée, il est passé de 3 drives par match à 8 drives par match. Donc, tu as un aspect un peu de le passer au révélateur et l'utiliser moins off-ball. Merci d'ailleurs d'avoir tradé Kyle Kuzma pour pouvoir justement passer plus de ballons potentiellement à Bilal Coulibaly comme porteur de balle. Mais voilà, pour l'instant, ça coince un peu. Et c'est marrant parce que en regardant un petit peu comment il est défendu sur drive hier, j'écoutais en même temps le podcast que tu as fait avec Nico sur Tyreke Evans, et vraiment au même moment, tu étais en train de dire, je sais plus si c'est Nico ou toi qui disiez, les meilleurs shooters de mi-distance ou les meilleurs shooters de pull-up sont aussi souvent les joueurs les plus efficaces sur drive, parce que en fait le tir leur ouvre des lignes de drive. Et le pauvre Bilal Coulibaly, il en a pas des masses. Ouais, le chemin est fermé parce qu'il n'y a pas cette menace à mi-distance, quoi. C'est Alors ça, que SGA, c'est le meilleur en drive, mais c'est aussi le meilleur à mi-distance. Donc les deux s'auto-alimentent, quoi, au final. C'est ça. Après, tu vois, tu as des cas, par exemple, TJ McConnell, il arrive à driver, entre guillemets,
de manière répétée parce qu'il a un très bon handle et qu'il y a un certain aspect aussi de technicité, de gestion de l'espace et qui lui permet de faire ça. Mais c'est rare d'avoir parmi les meilleurs drivers, des gens qui n'ont pas de tir, entre guillemets, parce que, à part si t'es Zion Williamson, entre guillemets, ou, je sais pas, Giannis Antetokounmpo, c'est un peu plus difficile de te frayer un chemin là-dedans. Mais d'un autre côté, il y a des passages intéressants où, du coup, il essaye quand même d'aller au bout. Et c'est là aussi où son envergure est très intéressante, parce qu'il y a quand même des fois où ses drives rentrent malgré le fait qu'il soit très contesté. Et en fait, son envergure aide énormément, aussi sa verticalité. Et en fait, je pense que le jour où il aura peut-être un peu plus de menaces au tir, son premier pas sera très utile parce qu'il se projette assez rapidement vers l'avant. Donc voilà, c'était un peu pour faire état des lieux aussi de sa saison où en fait, il a eu beaucoup plus le ballon que la saison précédente parce qu'on peut rappeler en fait qu'il est seulement sophomore et du coup plus de ballons ça voulait dire aussi plus de passes, donc son ratio de playmaking et son volume de passes décisives a aussi augmenté et donc on le responsabilise de plus en plus du côté des Wizards. Donc il est pas seulement utilisé entre guillemets comme 3&D, il est utilisé aussi un petit peu comme créateur avec seulement 60% de ses paniers qui étaient assistés. Exactement. Parmi les wings, c'est le 83e centile. Donc ça veut dire que parmi les joueurs de son poste, il fait partie du 5e de joueurs qui crée le plus, entre guillemets, avec aussi du mi-distance petit à petit. Donc l'efficacité est pas encore là, mais pour l'instant, voilà. Il est un peu passé au révélateur pas de star, mais de créateur offensif. Et c'est marrant, on peut le voir aussi dans les zones où est-ce qu'il prend des tirs qui changent, avec moins de tirs au cercle et plus de mi-distance que sur sa saison rookie. Et j'ai moins retrouvé cette saison des moments où il était utilisé comme poseur d'écran. Alors que sur la première saison, je trouvais ça assez intéressant de le voir utilisé parfois comme poseur d'écran pour faire du short roll ou même pour aller au cercle. J'ai l'impression d'avoir un peu moins vu ça cette saison. Donc voilà, une évolution de son jeu plus orientée avec le ballon dans les mains et un peu moins en spectateur, entre guillemets, ou finisseur. C'est vrai que c'était aussi une de mes stats, moi, ce 60% de pourcentage de paniers assistés de Koulibaly, parce qu'en un instant, j'ai l'impression, et d'ailleurs, t'as commencé par une stat un peu négative du drive, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu, peut-être, chez certains, un sentiment comme ça de déception. Par rapport à sa saison, est-ce que je peux un peu comprendre, mais il faut aussi se rappeler qu'il y a eu une ascension assez incroyable depuis 2 ans, où en fait il commence l'année, c'est la draft 23, donc il commence la saison 23, il est pas du tout sur les radars, il finit quasiment, enfin même pas quasiment, top 10 de draft, alors que ça sort de nulle part, plus une saison rookie où on sent que en fait la dynamique de progression elle est encore là, elle est encore très très forte, et là on se retrouve, comme tu dis, à une saison peut-être un peu décevante pour certains, notamment efficacité globale, on est 11% plus faible que la moyenne, c'est pas très bon, sachant que l'an dernier on était à peine à -6, tu vois, -6 c'est inefficace, mais bon, pour un mec aussi jeune, ça va. Là, on a plongé à -11%, c'est quand même pas top en termes de les mecs qui ont un peu de volume en NBA, 15% d'usage, pas des gros volumes, mais un peu de volume. On exclut un peu, les 3&D, les pivots défensifs, etc. Sur 192 joueurs qui ont un peu de volume, il est 177e. Donc en effet, on a un manque d'efficacité qui est assez criant. Plus à ça, on rajoute le fait qu'il y a encore beaucoup de pertes de balles, 14% de turnover. C'est quand même pas top. Cela dit, là où je nuancerais, et pour revenir un peu à ma stat, c'est que tu as évoqué, c'est le 60% de paniers assistés, qui était à quasiment 75%, je crois, l'an dernier. On a clairement en fait ce truc où il faut nuancer ce manque d'efficacité par, premièrement, le rôle qui est différent, et comme tu dis, passer un jeune au révélateur, c'est très classique, et c'est pas grave, en fait, il n'y a pas d'enjeu à forcer un peu sur le scoring, parce que soit ça passe, et il va développer, et puis ce sera un calibre de joueur très différent, soit sinon ça passe pas et puis on le remet, entre guillemets, on le remettra dans le pire des cas dans un rôle plus de role player d'élite plutôt que créateur, et ce sera très bien aussi, il peut largement briller dans un rôle de role player d'élite justement, mais voilà, c'est un peu un classique de passer au révélateur et donc de donner en un sens beaucoup plus de responsabilités et des tirs plus compliqués que ce que le joueur ne sait déjà faire à ce stade de sa carrière. Donc première nuance, moi, par rapport à l'inefficacité, c'est celle-ci, c'est la charge, la nature de ces tirs a été très différente comme tu l'as dit. Puis deuxièmement, c'est aussi le 3 points. On a une saison où il est en sous-chauffe total à 3 points à 28%. Pour dire, l'échelle, ça va de la moyenne est à 35-36. Les plus mauvais, c'est 30, 31, 32, jusqu'à 40 et quelques et plus. Là, 28, c'est il s'est troué totalement.
Et je pense que son vrai niveau n'est pas 28%. Donc, tu vois, quand on met un peu ces deux nuances, pour moi, on n'est pas du tout sur une saison catastrophique, ni même décevante, en fait. Et je pense que, oui, en fait, c'est juste qu'il va pas, il va pas faire de mec qui est pas sur les radars. Ensuite, top 10. Ensuite, rookie excellent. Ensuite, All-Star d'un coup. Non, il y a quand même ça. Peut-être que ça se ralentit un peu, la dynamique de progression. Mais je trouve qu'au global, les résultats sont pas là, mais on s'en fiche parce qu'il n'y a pas d'enjeu pour les Wizards. Mais par contre, dans le process, je trouve ça assez intéressant de le tester maintenant, en fait. Oui, bah, c'est maintenant, entre guillemets, ou jamais, enfin pas jamais, mais disons que c'est le meilleur moment pour le faire, quoi. Et je pense que le trade de Kuzma est venu aussi ponctuer cette volonté de lui donner plus de ballons et plus de responsabilités. Ouais. Oui, parce qu'en plus, tu as parlé de l'efficacité globale, hein, donc layup et lancer franc, mais je crois que si tu prends seulement l'efficacité de layup sur les tirs en fin de drive, il est bon dernier de NBA parmi les gros volumes. Il est à 41% de field goal percentage sur les layups, mais bon, après, il compense autrement. Les lancers francs, on va en parler aussi, mais voilà. C'est tout aussi important, et en fait, oui, tu dis, j'ai commencé par une stat négative, mais j'ai très vite voulu nuancer en disant, bah, en réalité, il fait aussi partie des mecs qui font plus de 8 drives par match. Et donc tu changes forcément de catégorie, et t'as seulement 20 ans, et t'es dans un spacing... je sais pas si on peut appeler ça un spacing, mais en tout cas, voilà, t'es dans un contexte qui est pas forcément très avantageux non plus. Donc c'est plutôt pour souligner le shift un petit peu qui a été fait dans sa responsabilisation, et qui est plutôt intéressante, parce que, entre guillemets, ça veut dire qu'aussi, le reste, ils en sont quasiment sûrs, quoi. Au pire des cas, ce sera un très bon défenseur finisseur, mais au meilleur des cas, ça pourrait être bien plus. Ce qui justifierait encore plus la position à laquelle il a été sélectionné. Surtout que je sais pas ce que t'en penses, mais quand tu le vois jouer, quand tu regardes un peu ses drives, bon, il y a des loupés, il y a, comme tu dis, des fois où il y a pas de chemin parce que le mec est à 3 mètres de lui, parce qu'il y a pas de pull-up, quoi. Ouais. Mais t'as quand même des actions assez cool, quoi. Après, je pense qu'il faut pas s'attendre à long terme, et à terme tout court, qu'on ait d'avoir un joueur avec beaucoup de nuances dans le dribble, avec je pars d'un côté, je reviens de l'autre, etc. Je pense qu'on est plus sur un modèle, alors attention, toute proportion gardée, mais un peu drive à la Kawhi Leonard, quoi. Tu vois, un peu le mec qui est grand, qui est assez explosif, qui peut, on l'espère, deviendra costaud, et qui en fait va faire du tout droit. Alors tout droit, pas forcément que linéaire, parfois un peu saccadé, parfois un peu puissance rentre dedans, mais un peu ce modèle-là, je trouve. Et en plus, la comparaison est intéressante avec Kawhi, qui lui aussi a commencé en tant que comme Koulibaly l'an passé, c'est-à-dire crash and finish, quoi. Un peu ce rôle de non pas catch and finish, mais crash and finish, c'est-à-dire ramasse-miettes en attaque, quoi. Rebond offensif, les cuts à San Antonio, etc. Avant ensuite on l'a testé, il a développé et ça a marché, le côté go to guy. Et la différence, c'est quoi? C'est que Koulibaly, il a 2 saisons dans les pattes, il a 20 ans encore. Il a même pas encore 21 ans, je crois qu'il va les faire fin juillet là. Mais c'est aussi là-dessus où en fait il part avec une avance qui est assez énorme, quoi, par rapport à ça. Donc bon, après je suis pas sûr qu'il atteigne le niveau de Kawhi Leonard, mais il y a un peu ce moule là, je pense, assez intéressant, parce que le Kawhi d'aujourd'hui, on le connaît, bon, c'est assez improbable, le développement sorti de nulle part, etc. Il a développé le passing, il a développé plein de trucs. Mais tu vois, je trouve qu'il y a quand même quelques ressemblances de profil, si on les prend un peu les deux, alors pas au même âge, mais à peu près en début de carrière. Ce côté défenseur plus ramasse-miettes en attaque, le côté taille, le côté très long bras, etc. Donc en fait, presque, j'ai l'impression que Koulibaly, il peut devenir un bon driver, voire même très bon driver, juste avec un dribble fonctionnel, ce qui est exactement ce qui a permis à Kawhi Leonard à l'époque de le faire passer, le faire changer de statut, quoi. Kawhi n'a jamais développé de ses crossovers, etc. C'est juste, le dribble est devenu fonctionnel. Donc ça, ce serait peut-être la première étape. Après le pull-up, évidemment, ce sera la deuxième, quoi. Ouais, je pense que ce sera la deuxième. Après, peut-être la différence, j'ai pas les stats de Kawhi Leonard en tête, mais j'ai l'impression que, et c'est peut-être dû au contexte, parce que Bilal Koulibaly est dans un contexte qui est moins compétitif, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de déchets. Tu vois, tu donnais les chiffres de perte de balles, 16% de turnover percentage, c'est beaucoup. C'était sa première saison, 14 sur la deuxième, mais ça représente quand même beaucoup de déchets. Après, en même temps, voilà, vu que c'est pas compétitif, c'est peut-être aussi lié à ça. Et après, en même temps, on compare avec Kawhi Leonard aussi, donc c'est... Non, mais la version 3&D de Kawhi Leonard, on est d'accord. Oui. Non, mais même, tu vois, Kawhi Leonard, au début de carrière, il n'y avait pas autant de déchets. C'est vrai. Mais est-ce que c'est pas lié au fait d'être dans un contexte où tu peux pas jouer si tu fais du déchet, à l'inverse des Wizards? Après, il n'y avait pas autant de passing aussi, de Kawhi à l'époque. Kawhi a eu le passing à la fin, Clippers, etc.
Mais c'était un mec qui faisait pas de passe du tout, hein, quasiment. En tout cas, pas de prise de risque. Donc, je pense qu'il y a aussi une partie des turnovers de Koulibaly qui sont aussi dans la prise de risque et du passing. Mais non, mais tu vois, sur les drives, il y a quand même un côté assez athlétique et même explosif que je trouve que Leonard n'a jamais eu, par exemple. Donc, il y a un côté assez vif, assez premier pas. Plus la bonne taille, plus, je continue un peu le package global, pas juste drive, mais le passing et les bons instincts, ça qu'on voit depuis l'an passé, et c'est aussi pour ça qu'il a été drafté aussi haut et qu'il a autant progressé, c'est qu'il a commencé le basket un peu plus tard, je crois, et que sans avoir une expertise des fondamentaux incroyables, on voit que directement il a eu les instincts. Donc ça, c'est quand même assez appréciable, 20 ans. Et surtout, je voulais aussi finir par ça, il y a quand même une qualité où il n'est pas élite, mais il est quand même très bon, c'est la provocation lancer franc. On a parlé du fait qu'il mettait pas passer les ups, c'était le pire de NBA sur les gros volumes. Par contre, il compense au niveau de l'efficacité sur drive parce qu'il provoque quand même beaucoup de lancers francs. Il a 14% de shooting foul percentage, les fautes provoquées pendant une tentative de tir. C'est quand même énorme, quoi. Alors on n'est pas 20%, la barre des 20%, un peu comme Butler, etc. Mais c'est quand même très cool, quoi. Donc, tu vois, l'un dans l'autre, j'arrive assez bien à imaginer un profil où à terme, dans 5 ans, on a un mec qui est sans doute, je sais pas moi, bien au-dessus de la moyenne en termes de drive, pas par du dribble hyper léché ou beaucoup de nuances dans le drive, mais parce que il est assez vif, assez explosif, il a rempli un peu la charpente et en fait, il arrive à rentrer dans des mecs, il y a la longueur de bras au panier qui fait que la finition peut être un peu meilleure, de tirer par-dessus des mecs, plus les lancers francs, ça fait un package quand même qui est ultra intéressant. Bah oui, c'est un peu pour ça aussi que je pense qu'il a été pris aussi haut, c'est parce qu'en réalité, le scénario le plus positif a énormément de potentiel dans son package, et c'est vrai que tu vois, t'as parlé d'explosivité, et je trouve qu'il y a l'explosivité un peu dans les deux sens, verticale et horizontale. Ouais. Ce qui explique aussi du coup 14% de fautes provoquées sur ses tirs, alors que comme on l'a dit, c'est pas un mec qui a beaucoup de dribble ni de sens du timing, qui est pas très crafty entre guillemets, alors que normalement les mecs qui arrivent autour des 15%, c'est soit des brutes comme Zion Williamson, soit des joueurs comme Butler qui sont un peu plus dans ce style-là. Et lui est du coup plutôt du côté physico-athlétique explosif, et avec du potentiel pour en plus rajouter entre guillemets une couche de technique dessus, quoi. Donc non, pour moi c'est quand même plutôt positif et encourageant, surtout que, comme tu l'as dit, il a que 20 ans. Et il sort d'une saison à 28% à 3 points qui, je pense, n'est pas son vrai niveau. Je ne dis pas qu'on aura un shooter à 39-40%, je pense pas. Mais tu vois, il y a quand même plein d'indices, indicateurs un peu de toucher de balle, quand même plutôt pas mal sur du drive ou même au niveau de lancer franc. On est à quoi, 73% en carrière pour l'instant, mais c'est même pas sur beaucoup de tentatives. Mais je pense que c'est un shooter. Donc je pense qu'on peut au minimum, espérer du 34-35 au niveau de la moyenne, largement. Donc là encore, hein, si tu appliques une saison un peu normale au shoot, contrairement à 28%, on n'a pas du tout le même résultat final en termes d'efficacité. Donc ouais. Non, je pense que au global, si on sort un peu, on dézoome un peu de ce côté efficacité, etc., c'est quand même une deuxième bonne saison, je trouve, pour Koulibaly, quoi. Donc c'est assez cool au final. Très bien, donc voilà pour ta première stat du jour. Tiens, ma première, moi je vais aller sur du collectif. Tu sais que j'aime bien commencer par du collectif. Ma première stat du jour, et comme ça on évacue, et après on peut continuer à parler individualité. Okay. Non, moi c'est 4. Est-ce que tu sais ce que c'est 4 ? Le nombre de victoires. Pas loin. En fait, c'est parce que les Wizards ont le 4e pire net rating all-time de l'histoire. Ouais, tout à fait. Ils sont quasiment à moins 13 points de différentiel attaque-défense de net rating par 100 possessions. C'est le but du basket, hein. Et donc ils sont assez mauvais là-dedans. Donc moins 13 quasiment, c'est quand même assez nul. Je crois que c'est Baptiste qui suivait toute la saison la course pour faire le doublé 30-30. 30e attaque, 30e défense. Finalement, ils sont pas arrivés. Ils ont fait 30e attaque, mais 28e défense. C'est un peu dommage, mais tant pis. Mais non, mais en plus, ce qui est marrant, c'est que tu regardes un peu Donc, on a ce qu'on appelle les 4 factors, les 4 facteurs stats qui définissent une attaque ou une défense. Donc, il y a efficacité, offensive ou défensive, le rebond offensif-défensif, les turnovers offensifs-défensifs et les lancers francs. Voilà, les 4 domaines stats, ils sont positifs sur aucun de ces 8 domaines statistiques. Donc, là où, tu vois, en général, les Pelicans, ils en ont un au-dessus de la moyenne.
Pelicans, ils sont 12e au rebond offensif. Charlotte ou Utah, ils ont aussi le rebond offensif. Avec Charles Lee et avec Will Hardy, ils sont aussi également au-dessus de la moyenne au niveau du rebond offensif. Donc, c'est pas grand-chose, mais c'est au moins un facteur clé où, ça, sur les 8, ils sont au-dessus de la moyenne. Brooklyn, également, ils sont pas mal en termes de turnover défensif. Ils ont une défense assez agressive. Donc, c'est 1 sur les 8, ils sont pas mal. Vraiment, les Wizards, il n'y avait rien, quoi. Rien cette année. On est sur une équipe qui. Je crois qu'ils en plus, l'an dernier, ils sont déjà au moins 10, non? Ils sont pas déjà à moins 10 de net rating ou un truc comme ça? C'est déjà très mauvais l'année dernière, ouais. C'était assez catastrophique. Et non, dernier fun fact aussi là-dessus. Tu veux que je te dise les pires net rating de l'histoire, du coup? Tant qu'à faire, puisque je pense qu'on pourra pas faire. On pourra pas en parler tout le temps hein, sur les bilans. Profitons-en. Doit y avoir les Bobcats, du coup. Les Bobcats 2012, en effet, l'année du lockout, moins 15,2. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est Dallas en 93. Ils sont premiers à moins 15,3. Apparemment, alors, ça dépend des sites, hein, ça peut varier, mais effectivement, troisième pire, c'est Denver en 98. Ils sont également à moins 13. Washington, donc quatrième. On a les Clippers, j'allais dire Lakers en 2000, non, les Clippers en 2000 qui sont à moins 12. Denver aussi en 1950. Ils sont en moins 12. On a Memphis en 97, on a Houston en 83, Miami en 89, les Clippers en 87. Pourquoi j'en parle? Et attends, il y en a aussi une dernière, c'est les Steamrollers de Providence. Littéralement les rouleaux compresseurs de Providence en 48. Hein. Donc voilà, 1948, c'est une autre époque, t'avais deviné avec le nom, hein, je pense. Non, juste fun fact, combien de ces équipes-là, à ton avis, ont eu le first pick? Bah, aucune. Ah bah si, je pense que les Providence, ils l'ont eu, non? Vu que c'était avant la loterie. Peut-être. Bah, et puis c'était providentiel. Waouh. Mais ouais, bah oui, mais pas beaucoup quoi. C'est un peu l'idée de dire que dans tous les cas, ça garantit pas. En fait, t'es trop si nul, te garantira pas le premier choix. Donc à quoi bon? Les Wizards sont comme des équipes qui pensent qu'il faut tanker pour avoir un choix de draft. Ils comprennent pas que tout ceci est truqué. Mais non, mais il y a Houston en 83, mais on est avant loterie, juste avant la loterie. Donc Houston l'a eu en 83. Et je crois qu'il y a que les Clippers en 87, si je dis pas de bêtises, non? Il n'y a pas de Danny Manning en 87? Je sais pas, j'allais dire 83, oui, c'est logique parce qu'ils ont Olajuwon en 84, du coup. Ouais, et 83, c'est Ralph Sampson, mais c'est avant la loterie. Oui. La loterie, c'est 85 avec Patrick Ewing, donc c'est normal, tu vois, t'as le pire bilan, tu as le first pick. Et, ah ben non, 87, pardon, c'est Robinson, David Robinson chez les Spurs, donc tu vois, même les Clippers de 87 l'ont pas eu. Danny Manning, c'est 88, mais bon, bref. Il n'y a pas beaucoup de chance. Hein. Et encore une fois, donc la pire équipe, une des pires de l'histoire, n'a pas eu le first pick. Merci à la loterie. Non, en fait, on a vraiment eu affaire à une équipe qui était assez catastrophique hein, et qui a fait aussi des moves clairement financiers ou pour se préparer pour la suite. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais pourtant, je trouve qu'avoir joué, c'était pas si catastrophique que ça. D'accord. Les tirs sont pas rentrés, les possessions défensives sont pas allées au bout. Mais il y a quand même des trucs intéressants dans cette équipe. Tu vois, on a commencé déjà à parler de Koulibaly, on va parler de plein d'individualités sympas chez les jeunes, mais je sais pas, moi j'ai pas l'impression du basket poubelle qu'on a pu avoir. Bah tu vois d'ailleurs les Hornets, enfin les Bobcats de 2012 par exemple. Ouais. J'ai pas la même impression, mais c'est peut-être moi. et le pire, c'est que ça fait quelques années que c'est pas du basket poubelle. C'est juste du basket qui gagne pas. Mais j'ai même l'impression, bon là c'est Brian Keefe du coup le coach, mais même quand c'était Wes Unseld Jr. je crois juste avant, c'était pas. Enfin c'est surtout qu'il manque de talent quoi. En fait, je pense pas que. Enfin, on va pas tirer sur le coach parce qu'il peut pas faire beaucoup mieux, je pense, avec ce qu'il a. Et je pense surtout qu'avec ce qu'il a, il fait des choses très sympas. Je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements, que c'est du basket qui est assez moderne. Alors, il y a du basket assez moderne et en même temps, j'ai des stats qui vont un peu, entre guillemets, à l'encontre de ça, dans le sens où c'est une des équipes qui joue le plus de pick and roll, qui finit le plus d'actions de pick and roll, soit pour le porteur de balle, soit pour le rollman, et ils sont parmi les plus gros volumes sur ça, et ils sont les derniers dans l'efficacité là-dessus. Donc t'as un peu ce truc de, en même temps t'es moderne, en même temps tu joues ces deux actions-là, qui sont un peu le basket classique, mais en fait souvent, je trouve qu'il y a pas mal de zoom action, notamment on va peut-être en parler quand on parlera d'Alex Sarr, mais c'est des choses qui sont pas mal tournées autour de lui. Il y a pas mal de choses au niveau des coupes avec Corey Kispert. Enfin bon, il y a pas mal de choses collectives qui se mettent en place. Tactiquement, c'est pas mal, on est d'accord. Et oui, moi je suis d'accord. Après, bon, je vais donner un exemple, mais c'est quand même pas à ce point évidemment.
Mais c'est un peu comme, tu sais, les gens qui regardaient le Thunder en 2022 ou 2023 qui disaient non mais c'est nul quoi, il se passe rien, tanking, il faut tout recommencer, c'est une honte. Alors qu'en fait, en 2022 ou 2023, et même 2021, en fait c'était bien tactiquement, c'est juste que les tirs rentraient pas parce que le niveau de talent pur était nul quoi. Mais en vrai c'était déjà sympa, nous on le disait à l'époque, et effectivement quand tu remplaces les joueurs qui sont des two-way contracts, Svi Mikhailuk ou Théo Malédon ou des mecs comme ça, ou des comment il s'appelle Poku, et tu remplaces par HDA qui est là, bah, ouais ça marche mieux quoi. Mais c'est pas à ce point, mais voilà, effectivement je trouve qu'on est quand même pas sur une équipe qui tactiquement est si pauvre que ça. Bon, par contre, c'est vrai que t'as un aspect où l'attaque, ça met pas les tirs. En plus, la défense est pas bonne non plus. Il y a un aspect aussi où ils ont fait des problématiques. Oui, effectivement. Ils sont allés chercher aussi, enfin, ils ont fait des trades où, voilà, Middleton qui était tout cassé, ils ont pris Marcus Smart parce que Memphis voulait faire un move financier. Donc, clairement, l'intention n'était pas de gagner de toute façon. Et d'ailleurs, ils ont eu le pick numéro combien, Azad 5 ou 6. Voilà. Donc, t'as le 4e pire bilan de l'histoire. T'as le pire bilan de NBA, mais t'as le 5e choix. Merci, la loterie. Bon, après, ça va, il y avait pas un prospect générationnel à chercher. Donc, c'est OK. Non, mais tu vois, tant qu'on est là-dedans, ça me fait penser aux pauvres Bobcats, quoi, qui font une saison atroce en 2012. Et sauf qu'en fait, il y a la vente des Pelicans qui est actée cette année-là. Donc, donc le first pick est allé chez les nouveaux propriétaires, wink wink. Ouais. Après, c'était pas non plus un talent générationnel. Non. Mais tu sais, alors, tu te souviens à l'époque, hein, peut-être la NBA, je crois, en 2012, mais toute la saison, les Charlotte, ça parlait que de ça, quoi. Ça parlait que de ça, quoi, de Anthony Davis. Et au final, il n'est pas venu. Bref. Donc on peut avancer. Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous présenter pour les Bobcats? Non, pour les Wizards à 2025. Bah, du coup, je voulais faire dans le collectif aussi. Vas-y. Vu qu'on a déjà parlé de celle des gros volumes de pick and roll mais peu d'efficacité, je trouve qu'il y a une stat qui montre bien le chaos que ça a été et pourquoi ça a été aussi compliqué d'avoir une ligne directrice aussi tout au long de la saison. Et peut-être s'ils sont mauvais partout, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu le temps d'être bons quelque part. C'est 464. Ouais. C'est la line-up qui a le plus joué de minutes ensemble. Ah ben oui, voilà, ok. C'est genre vraiment... Et en sachant que 464, c'est celle qu'on a le plus joué, la deuxième, c'est 229, et ensuite, t'en as aucune au-dessus de 200. Ah, mais c'est un record, ça, non? Je pense qu'on doit pas être loin d'un record d'instabilité, ouais. C'est ouf, je veux dire, c'est assez flippant, entre guillemets. Il y a rien, quoi, de stable, en fait. Et c'est assez terrible. Oui, juste pour dire, hein, parce que 400 et quelques, 500 presque, tu dis, c'est le line-up qui a le plus joué. Il faut savoir que en général, les équipes ont toutes un line-up avec 800, 900, 1000, voire même certaines beaucoup plus. Hein. Tu as des équipes qui, quand ça tourne bien, les Knicks, 1800 possessions pour le line-up principal des Knicks. Les Wolves, 1400. Voilà, donc effectivement, quand ton meilleur qui a le plus joué, c'est 500 et que derrière ça passe à 200, c'est quand même ridicule, quoi. Donc 200, c'est 2 matchs. Hein. J'exagère un peu, mais pas loin, quoi. Donc tu veux dire aussi que s'ils sont nuls, c'est aussi que le talent pur n'était pas là, mais en plus, instabilité assez énorme, quoi. Ouais, instabilité, justement, je pense que le fait du manque de talent pur fait que tu testes des choses et en même temps, t'as eu des trades au milieu qui sont venus casser. Même si tu avais une dynamique, tu les aurais cassés avec des trades. Donc, entre la recherche de talent parce que t'en as pas et l'instabilité des trades et aussi la volonté de tester des choses parce qu'en fait, t'as Koulibaly, t'as Alex Sarr, du coup, qui est arrivé, t'as Carrington, Tayshaun George, enfin t'avais énormément de potentiel à tester des choses et puis t'avais aussi tous ces vétérans qui venaient gratter un peu des minutes avec Brogdon, avec comment il s'appelle celui qui est parti aux Wizards, qui est parti aux Bucks, Kuzma, Smart, Middleton, enfin et du coup même Valanciunas aussi qui est passé par là, enfin il est venu prendre un chèque et puis il est parti. Voilà. Il y avait un peu, tu vois, c'est bizarre, il y avait un peu deux timelines, il y avait genre la timeline pré-retraite, relance de carrière et la timeline genre vraiment très très jeune avec tout à développer et au milieu de ça Jordan Poole qui a fait comme il a pu et du coup je pense que c'était un peu une stat aussi pour mettre en avant un petit peu le chaos dans lequel cette équipe a évolué et malgré tout comme tu l'as dit tactiquement il y avait des choses très intéressantes.
Jared Butler aussi, qui était par là, 24 ans, qui est assez sympathique, je trouve. Vukcevic aussi, qui a pas, ou peut-être on en parlera, mais qui a pas beaucoup joué non plus, mais qui a fait une trentaine de matchs. Parmi les jeunes aussi, Champagny, le jumeau, Justin Champagny, le jumeau de celui des Spurs, Julian. Il est un peu moins fort, Justin, mais j'aime bien aussi. Colby Jones, qui a été récupéré aussi, que j'aime beaucoup pour le coup, des Sacramento Kings, qui est un shooter, arrière-shooter. AJ Johnson, qui est arrivé des Bucks, tu sais, le très jeune aussi, très très jeune joueur que les Bucks avaient sélectionné. Alors pourquoi les Bucks draftent un mec de 19 ans alors qu'ils sont censés avoir Giannis et Lillard, c'est une autre histoire, mais en tout cas les Wizards l'ont récupéré. Qu'est-ce que j'avais encore en jeune? Non, c'est à peu près tout. Johnny Davis qui a fait le début d'année aussi, Patrick Baldwin qui était par là aussi, l'ancien des Warriors, qui a encore que 22 ans, qu'on a un peu testé, enfin bref. Et comme tu dis, il y a un peu ce côté rotation, et en fait vaut mieux ça. Quand t'es nul, vaut mieux être instable, parce que si tu restes stable en étant nul, c'est problématique. Ça aurait été ça le problème, mais ouais, on est d'accord. Ah oui, j'avais pas pensé à regarder le line-up, c'est assez frappant. Ouais. Comme tu dis, t'as raison. Bah tiens, restons un peu collectif. T'as commencé un peu à en parler des pick and roll, mais restons un peu là-dessus. Moi, c'est 14 et 10. 14 et 10, c'est le rang des Wizards. D'un côté, 14, c'est l'efficacité au panier. Efficacité offensive au panier. 14e, c'est pas mal, hein, tu vois, pour une fois une stat positive. 14e meilleure efficacité au panier. Et 10, c'est la fréquence de 3 points. 10e en fréquence de 3 points. Donc, je voulais aussi, puisque je disais que tactiquement, quand tu regardes les matchs, tu dis ouais, c'est quand même pas mal. Je voulais, en stat, essayer un peu de renforcer cette idée et de montrer qu'il y a quand même 2-3 trucs un peu positifs, au moins. Il n'y a pas du bleu partout, quoi. Il n'y a pas que des stats en dessous de la moyenne. Et c'est vrai que l'attaque est pas si mauvaise que ça, je trouve, d'un point de vue visuel. Mais c'est juste, comme on l'a dit, que les tirs ne rentrent pas. Par contre, c'est quand même d'autres trucs qui vont pas bien du tout, hein. Notamment, ils sont efficaces au panier, mais ils y vont pas. Il y a une fréquence au panier qui est assez nulle. Et de l'autre côté, ils prennent beaucoup de 3 points, mais ils les mettent pas. Mais je voulais surtout arriver à ça. C'est le problème principal de cette équipe cette année, voire on verra par rapport au profil des joueurs en question sur le terrain, y compris les jeunes. Mais c'est qu'à 3 points, ils ont pris beaucoup de 3 points. Donc top 10 en fréquence, mais 29e en efficacité. Il n'y a que l'atroce Orlando Magic qui fait encore pire. Et eux, ils arrivent à être compétitifs, c'est dire le niveau de leur défense. Mais 29e efficacité pour les Wizards, 34% en termes de chiffres bruts. C'est quand même... c'est très mauvais, quoi. 34% en tant qu'équipe, c'est en dessous de la moyenne. Et donc voilà, d'ailleurs au passage, vu que ne prenons pas que les 3 points, mais la catégorie des spot-up en général, c'est-à-dire catch and shoot, mais aussi les situations de spot-up où tu prends la balle, réception de passe, un spot-up, tu prends la balle et tu drives au panier à partir de cette réception de passe. Donc en spot-up, ils sont 30e sur 30 et ils sont en dessous des 1 point par possession sur spot-up, qui est censé être la catégorie la plus facile, hein. Bon, si on met un peu de côté les cuts, où bah oui, tu vas au panier, t'as un dunk, d'accord. Mais les spot-up, c'est quand même, tu vois, t'as pick and roll, isolation, dribble and off et tout. Bon, voilà, c'était censé être moins efficace, mais spot-up, t'es censé être assez efficace. Ils réussissent à être en dessous de 1 point par possession sur spot-up. C'est quand même... voilà, ça montre à quel point le spacing a été catastrophique, parce que certains ont mal shooté. Aussi parce que, et c'est peut-être pas si négligeable que ça, mais parmi les jeunes, il n'y a pas tant que ça de top shooter, tu vois. On a dit Koulibaly fait un peu une saison en sous-chauffe à 3 points, mais c'est pas un shooter naturel, je pense pas, en tout cas à ce stade de son évolution. Je pense qu'Alexandre Sarr, on va en parler, Keyshawn George et comment il s'appelle aussi, Carrington aussi, c'est peut-être pas des shooters incroyables pour l'instant. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de mauvais shooters. Kuzma, évidemment, il a apporté sa pierre à l'édifice, hein. 28% à 3 points, 5 par match, merci Kyle avant de partir. Mais là encore, je parle de ça parce que dans le bilan 2025 des Wizards, il faut en parler. Le manque de spacing a été atroce. Et c'est le spacing, c'est surtout la capacité à punir. Parce que ils étaient à 3 points. Ils étaient positionnés à 3 points. Ça a permis de libérer des cuts, les bons systèmes dont on a parlé, des pistol action, etc. Donc les mecs étaient postés à 3 points. C'est juste qu'ils n'arrivaient pas à punir quand on les abandonnait. Donc premièrement, mais c'est d'autant plus dommage que, comme tu dis, tu l'as évoqué, ils ont fait beaucoup de pick and roll. Mais sauf que ça marchait pas, parce que quand t'as pas un bon spacing, tu peux pas le développer, tu peux pas le faire marcher, ce pick and roll. Et je crois même que j'ai calculé, donc ils sont 4e en fréquence de pick and roll, enfin de possession terminée par le porteur de balle de pick and roll, et 2e sur la fréquence du rollman, donc du poseur d'écran. Et je crois que quand tu combines les deux, c'est l'équipe de NBA qui fait qui termine le plus de possessions sur pick and roll, rollman plus ball handler. Mais sauf que dans ce spacing là, ça marche pas, quoi. Pure efficacité, quoi. C'est ça. Donc pour bien illustrer le côté, on essaie de faire des choses bien, mais ça marche pas, quoi, parce qu'il y a pas assez d'espace, quoi. Ouais, mais clairement il y a des choses intéressantes qui se mettent en place, et je pense qu'au fur et à mesure des joueurs qu'on va citer, on va parler de ça, mais t'as une multiplication des porteurs de balles qui est assez intéressante et assez moderne. C'est juste que
Mais le problème, c'est qu'ils mettent pas leur tir. Ouais. Et t'as un peu ce truc de, tu vois, le truc moderne à la Boston ou même au KC avec la multiplication des joueurs capables de porter la balle et potentiellement driver ou faire des pick and roll. Le problème, c'est que dans le contexte dans lequel ils le font, bah, ça fonctionne pas, quoi. Mais moi, je trouve que beaucoup des profils sont assez modernes. Bilal Koulibaly, je trouve que c'est assez moderne. Keyshawn George aussi, Alexar. Ouais. Et il y a des joueurs aussi très intéressants et très fonctionnels là-dedans, comme Corey Kispert. Le problème, c'est qu'ils sont pas assez pour pouvoir laisser la place aux autres, quoi. Le fait que tu joues aussi 50 matchs avec Valanciunas. Je pense que, je sais pas à quel point Kuzma les a pas plombés, quoi. Mais pas que Kuzma, tu vois, Middleton il arrive, Middleton, un des meilleurs shooters de NBA ou pas loin, le mec il a 28% sur 14 matchs, quoi. Même lui il a mal shooté, et Brogdon aussi. 28% Brogdon, non mais on va où, quoi. Et Brogdon pour le coup c'est un mec qui peut te poster des saisons à 40%. Même sur full up. Donc, donc ouais. Mais c'est aussi là-dessus, tu vois, où je m'étais refait quelques matchs de fin de saison des Wizards avec Vukcevic. Il a un peu plus joué sur la fin d'année. Et je trouvais que c'était quand même très cool, Vukcevic. Hein. Et c'est pour ça que je suis un peu déçu, parce que lui, il a un peu ce profil pivot européen. Je crois qu'on en avait déjà parlé en plus l'an dernier ensemble. C'est un pivot qui shoot bien, hyper intéressant. Et ouais, j'ai bien aimé les matchs de toute fin de saison. Alors aussi parce que le contexte était différent à la fin de saison, mais tu vois, c'était assez cool, quoi. Donc on verra. Mais ce spacing, en effet, plutôt pour le reformuler, à quel point tu penses que l'attaque aurait été meilleure si, même sans remplacer les joueurs qui prennent les tirs, mais juste le spacing, tu mets des shooters corrects à 3 points ou en réussite, à quel point cette attaque de pick and roll, elle marche pas mieux, et plutôt que d'être 30e attaque, t'es peut-être 24-25, quoi, voire même un peu plus. Je me pose la question, mais en tout cas, ça a bien bloqué niveau spacing, peut-être ça, on est sûr, quoi. Ça, on peut dire ça, c'est sûr. Tiens, d'ailleurs, sur le rollman, la catégorie du rollman, ils sont dans le 10e centile. Attention, moment mathématique, Azad, ça veut dire qu'ils sont meilleurs que combien d'équipes? Attends, refais la question. Les Wizards, en termes d'efficacité sur rollman, donc sur le roulé au panier, ils sont 10e centile, mieux que 10% de toute la NBA. Ils sont donc mieux que combien d'équipes? 3. Bravo. Impeccable. Mais moi, tu sais, les mathématiques, c'est mon truc. C'est ton truc, hein, c'est ton truc. Ouais. Juste pour finir sur le collectif, je sais pas si t'as d'autres stats collectifs ou pas. Un truc un peu étonnant, je pense, c'est qu'ils étaient pas bons en transition. Tu sais, on se dit, une équipe de jeunes, en général, il y a au moins la contre-attaque. Mais pas tant que ça chez eux. Ils étaient 14e en fréquence, donc milieu de tableau, mais surtout 27e en efficacité. Alors que tu te dis, ok, l'avantage d'avoir des jeunes qui sont pas bons ou pas encore accomplis, c'est au moins ils courent, quoi. On n'a pas eu trop ça. Et c'est surtout une chute par rapport à l'an passé, où ils étaient 3e en fréquence, beaucoup de contre-attaque, et même 10e en efficacité de contre-attaque. Quelle est la différence? C'est qu'il y a 2 mecs qui sont partis, principalement. Il y a Deni Avdia, qui est un joueur d'élite en transition. Et ça, c'est un peu l'énigme de pourquoi est-ce qu'on l'a laissé partir. Et l'autre, c'est Tyus Jones aussi. Jones, qui était meneur de métier, gestionnaire et tout, qui a aidé beaucoup là-dessus. Plus le rajout de Valanciunas, qui n'a pas fait de bien à l'inverse. Donc voilà, c'est juste pour dire aussi ce côté transition, et Deni Avdia et Tyus Jones qui ont un peu manqué sur ces jeunes qui courent. En tout cas, ils courent un peu, mais ils sont plus aussi efficaces qu'avant. Et donc, quelle est ta 3e stat du jour à nous présenter pour ces Wizards 2025? 13,9. Qui est l'assist percentage d'Alex Sarr. Ah, je vois qu'on a la même. Du coup, dans 70e centile chez les intérieurs en termes de volume de passes, enfin d'assist. Le chiffre en lui-même, on s'en fout. Ce que moi je veux dire, c'est que j'adore son passing. Ouais. Il y a du déchet. Il y a pas tant que ça. Hein. Mais oui, d'un autre côté, en même temps, vu la difficulté des choses qu'il essaye de faire, c'est-à-dire que c'est pas si grave que ça. Mais déjà, l'année dernière, au milieu de saison, j'avais fait une vidéo sur lui et j'étais impressionné par le short roll. Je me suis dit, putain, sur short roll, quand même, il fait des lectures de ouf et il est capable, en plus, tu vois, là, c'est du détail, peut-être un peu, et c'est peut-être que j'en fais trop sur des choses trop petites. Mais moi qui kiffe un peu la passe et les petits détails, l'endroit où il réceptionne le ballon sur short roll
et où il passe le ballon ensuite, tu vois, il est capable de réceptionner le ballon en bas et de passer ensuite par au-dessus. Il est capable de réceptionner au-dessus et passer par en dessous. Passe avec rebond, passe sans rebond. Enfin, tu vois les décisions qu'il prend sur les passes qu'il fait et le joueur et le timing dans lequel il les envoie, franchement, c'est hyper avancé, je trouve, pour un joueur de son âge. Juste pour dire, un short roll, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'extra passe en sortie de pick and roll. Hein, c'est ça qu'on appelle le short roll. Je dis pour les nouveaux éditeurs ou ceux qui connaissent pas bien la tactique, c'est le pick and roll, le ballon passe par-dessus les deux mecs, les deux défenseurs, ça revient sur l'intérieur qui doit prendre une décision. Donc en gros, hein, c'est faire des passes en mouvement. C'est surtout ça la qualité, c'est la capacité à avoir cette capacité un peu cérébrale de faire des lectures en mouvement, faire la passe. Et ce que tu dis, c'est qu'on voit aussi une diversité de manières de délivrer le ballon, si on peut le dire comme ça, qui fait que c'est vrai qu'en général, plus t'es à l'aise pour passer dans différents angles, différentes manières, passe à terre, passe au-dessus, etc., c'est qu'a priori, t'es quand même assez à l'aise, quoi, parce que le mec qui est assez rigide et qui est un peu, comme ils disent, dire in the headlight, là, la biche qui est aveuglée par les phares qui lui foncent dessus, tu paniques, tu sais pas faire autant de passes, quoi. Donc je pense qu'en effet, et j'avais aussi cette stat parce que je voulais surtout commencer par le gros positif de sa saison, c'est ça, pour le coup. C'est le passing et surtout le passing en mouvement. Je sais pas, toi, quelle était ta vision du joueur un peu avant, mais moi, je suis d'autant plus surpris que c'était pas ça du tout, comme tu dis, et que j'avais plutôt lu que c'était quelqu'un qui est, un intérieur pick and pop, défense, mais pas trop cérébral, pas trop passing, etc. Et donc, j'ai été d'autant plus agréablement surpris quand tu vois toutes ces passes en mouvement qui ne sont pas, que tout le monde ne peut pas faire, quoi, en termes de réflexion, de process cérébral, etc., quoi. Et ben, en fait, moi, on m'avait vendu une espèce d'ailier, mais dans un corps d'intérieur, tu vois, et du coup, je m'attendais à voir quelque chose un peu, du coup, plutôt un trou noir une fois qu'il a le ballon, qui va faire du mid-range sur du post-up. Tu vois, moi, c'est un peu ça l'idée qu'on m'avait vendue, alors que j'ai retrouvé les qualités d'un arrière dans un corps d'intérieur, mais les qualités de passe, quoi. Et j'ai été bluffé. Et je me repassais des actions hier, et il y a une action où c'est Corey Kispert qui vient faire un espèce de ghost screen en pick and pop, et en même temps t'as Bub Carrington qui coupe sur la ligne de fond, et en fait le pick and pop, du coup l'action où Alexa porte le ballon crée un petit peu une confusion dans la défense, qui fait que la défense s'avance, et Alexa arrive à dribbler sur le côté pour se décaler à une main et passer le ballon à une main avec rebond pour le joueur qui coupe vraiment sous le cercle et qui se retrouve tout seul. Et il me dit, mais ça c'est... Déjà, si un meneur fait la passe, elle est belle. Si un pivot de 19 ans l'a fait, elle est fantastique, quoi. Et c'est un peu cette qualité-là où tu te dis, bon, il est frustrant sur plein de choses parce que, une efficacité qui est très mauvaise, parce qu'il rentre pas ses tirs sur pick and pop. Donc, l'efficacité à remettre un peu dans son contexte aussi. Mais c'est pas le rim finisher aussi, peut-être qu'on aurait pu attendre. Mais d'un autre côté, il y a des choses qui sont très modernes et qui peuvent aussi, en fait, vu qu'il va être défendu potentiellement par des intérieurs, apporter des choses intéressantes dans le sens où il va pouvoir proposer une autre géométrie entre guillemets du terrain, parce qu'il peut évoluer avec le ballon dans les mains dans beaucoup de zones entre guillemets pour un intérieur. Et ça, c'est très positif, je trouve. Surtout que je trouve que c'est pas juste ah tiens, il y a une qualité en plus qu'on pensait qu'elle ne serait pas là. C'est que pour moi, ça le fait un peu changer de dimension, quoi. Ce passing, c'est-à-dire que tu changes complètement d'archétype de joueur où juste le côté grand shot maker, c'était un peu Jabari Smith, quoi, pour le coup, tu vois. C'était un peu Jabari Smith, c'est-à-dire j'ai un peu de pull-up par-dessus, mais pas trop de jeu en mouvement, et Jabari Smith l'a toujours pas. Le drive, le passing en mouvement, ça il l'a pas, quoi. Donc c'est un peu tu regardes le pull-up, tu dis c'est une star, sauf que dans les faits, en fait non, il est pas capable de créer à aussi haut niveau que ça. Bon, c'est très sympa, Jabari Smith, mais un peu le côté le grand qui shoot, qui en post bas peut shooter par-dessus en post-up, d'accord, mais il y a pas plus. Alors que s'il y a le passing pour Sars, comme dit, c'est pas juste on met une qualité en plus dans le profil et c'est un petit bonus. Non, ce côté être capable de s'intégrer finalement dans des circuits de passe et dans du jeu et de pas être un trou noir, pour moi ça change totalement le profil, ce que tu peux faire avec, la valeur de ce joueur. On en parlait sur le top 25 des moins de 25 ans. Je sais pas s'il sera sorti encore à cette heure-là, mais c'est ce qu'on dit un peu sur Derek Lively. C'est-à-dire que Lively, c'est pas le Capella, quoi. C'est Capella qui sait faire des passes en short roll, qui peut faire un peu plus, et ça change tout, en fait. Ça change tout, notamment dans le jeu d'aujourd'hui, où si t'es juste un Capella, si t'es juste un mec qui peut pas faire de passe, t'es un finisseur, mais pas plus, quoi. Donc ça change tout.
Et tu vois, j'avais calculé aussi, bon, c'est pas très complexe, mais quand tu fais la différence entre ses passes décisives et ses turnovers, on est à 0,9. Donc en fait, on est positif. Ou alors, plutôt que la différence, on peut faire le ratio, le fameux ratio assist par turnover, c'est pareil. Hein. 1,39. Bon, en l'occurrence, le ratio, il faut qu'il soit supérieur à 1. La différence, il faut qu'elle soit supérieure à 0. On s'en fiche, mais pour dire, il n'y a pas tant que ça de déchets et de pertes de balles, alors que il y a de la passe, il y a de la prise de risque. Donc ça, c'est aussi assez encourageant, je veux dire. Il y a de la création par la passe, en fait. Il peut créer, pas tout le temps, mais il peut créer ou alors profiter d'un décalage par la passe. Et c'est un grand apport, entre guillemets, surtout dans des Wizards qui n'ont pas forcément de très bons porteurs de balles qui sont capables de créer. Et lui, il a apporté un peu de ça. Donc, franchement, c'est très moderne. Et je trouve qu'il est bien aligné dans la modernité et les tactiques intéressantes que développent Brian Keefe et les Wizards offensivement, quoi. Ouais, et puis tu vois, même si c'est pas de la création pure, ça reste de la prise de risque. Oui. Du passing de connecteur, donc le mec qui fait le milieu de la chaîne, hein, donc le fameux short roll par exemple, extra passe après le pick and roll, ça reste une prise de risque. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas pareil que les assists un peu faciles de André Drummond à l'époque, qui fait un jeu de main à main, mais en gros il fait rien, quoi, il crée rien. Il a la balle entre les mains, Van Gundy lui donne la balle entre les mains, il y a un mec qui tourne autour, et voilà, ça fait une assist, mais du coup, voilà, dans ce type de cas-là, bon, c'est pas intéressant. Alors que là, il y a un faible niveau de déchets, même sur des prises de risque de passing de connexion, donc c'est quand même assez cool. Après, on a fait le passing, on a fait le truc qui est assez agréable et positif sur son profil. Je pense quand même que pour être complet, on peut parler de sa saison dans son ensemble. Et c'est vrai que tu l'as déjà un peu dit, mais si je te dis 191 sur 192, t'as un peu compris de quoi je veux parler. Non, c'est l'efficacité. Il a fait une saison largement pas efficace. Alors, pour des gens qui sont à plus de 1000 minutes par match et plus de 15% d'usage. C'est pas un gros volume, c'est un volume. On exclut un peu les mecs qui savent pas shooter ou qui prennent un tir par match, quoi, grosso modo. Mais donc c'est 191e sur 192. Cela dit, il y a à boire et à manger, je trouve. Pour le coup, parce que voilà, 31% à 3 points, c'est une partie assez importante de son jeu. Alex Sarr, le 3 points, il en prend plus de 5 par match et il shoot à 30% ou 31%. Bon, effectivement, je pense qu'on peut attendre et espérer un mec même au-delà du niveau moyen de NBA. Hein, tu vois, autant Koulibaly, on disait 35%, 36%, ce sera bien. Je pense que Sarr, à terme, le profil, c'est d'avoir un mec à 37, 38, 39, quoi. À mon avis, donc, voilà, inefficacité peut-être à nuancer parce qu'il y a un côté assez aléatoire, on va dire, avec le shoot où parfois ça rentre pas. Là, c'est pas entré, mais je pense que faut pas s'inquiéter. Cela dit, c'est vrai qu'il y a d'autres trucs que là, pour le coup, on attendait un peu plus. Je sais pas ce que t'en penses, mais l'aspect de, on sait que c'est pas il est grand, mais il peut pas punir facilement les mismatchs au poste bas, par exemple, ou aller au panier. Et il me semble t'avoir entendu tout à l'heure dire que, en termes de menace verticale, t'as été un peu déçu, c'est ça? Bah ouais, alors je sais pas si on en a parlé quand on a enregistré le top 25 des moins de 25 juste avant ou si on en a parlé là, mais ouais, je trouve qu'en rim runner, pas terrible, quoi. Après, encore une fois, est-ce que c'est pas lié aussi au spacing et est-ce qu'il n'y a pas aussi un potentiel à les développer parce que il a que 19 ans et que il est aussi dans les débuts un petit peu d'utilisation de son corps comme poseur d'écran qui se projette au cercle. Et d'un autre côté, quand tu vois les lectures qu'il peut faire sur pick and roll et sa qualité de dribble, est-ce que ça peut pas être aussi au fur et à mesure un bon joueur de short roll parce qu'il pourra aussi dribbler puis faire autre chose. Mais en fait, pour l'instant, sur short roll, il est beaucoup plus intéressant à la passe que sur peu importe quoi d'autre, quoi. Et c'est un peu, et du coup, t'as aussi ce truc de au fur et à mesure, le short roll, s'il est pas capable d'être une menace au scoring, il va pas vraiment, son passing va pas pouvoir vraiment être trop utilisé parce que il sera pas respecté dans tous les cas. Et du coup, c'est un peu ça moi qui me questionne, c'est quel rim runner il peut être. J'ai pas besoin qu'il devienne Daniel Gafford. Ouais. Mais j'ai pas besoin qu'il devienne Gafford. Mais tu vois, s'il peut progresser là-dessus, au moins au niveau de la moyenne des pivots, ça serait déjà intéressant. Et là, il en est loin. Il y a, d'après NBA.com stats, il y a 15 alley-oops sur toute la saison. 11 sur 15 au niveau des alley-oops. Et 64 tentatives de dunk pour 58 dunks au final. Donc 58 dunks sur combien? Sur 2000, 3000 minutes? Non, peut-être pas 3000. 1800 minutes. C'est vrai que ça fait pas beaucoup de dunks. Et je pense que c'est peut-être ça
le premier truc qu'on peut lui imputer, peut-être, c'est ce côté, c'est pas un mec hyper à ce point vertical ou par l'explosivité, on va dire. Après, il est tellement grand et tellement long que je pense que ça peut être une bonne masse verticale. Ça existe des mecs qui sont pas explosifs en soi, mais qui sont tellement grands, tellement longs qu'en fait, ça passe, quoi. Tu peux finir assez bien au panier. Mais bon, ça se recoupe quand même avec ce côté un peu manque de vivacité, de pop peut-être. Manque d'agressivité aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais ça, pour le coup, c'est un truc qu'on attendait. Et quand beaucoup de monde disait c'est un peu en arrière dans un corps de pivot, c'était aussi par rapport à ça. Je dirais pas qu'il a une DeAndre hit aiguë, mais il y a un peu ce même truc il provoque très peu de fautes, quoi. Bon, Ayton, c'est un niveau record, pour le coup, par rapport à son gabarit. Mais Sarr, c'est quoi? C'est 8% de shooting foul percentage, donc les fautes provoquées pendant une tentative de tir, à peine 8%. Parmi les bigs, on est 59e sur 70. Les bigs ont un peu de temps de jeu. Après, il prend pas de tir au cercle, quoi. Tu vois, c'est un peu comme Wembanyama. Wembanyama, il a 8% de shooting foul percentage aussi, mais c'est parce que, comme Wembanyama, son régime de tir est à 45% derrière la ligne, quoi. C'est ça, il passe beaucoup de temps derrière la ligne, donc quand tu prends beaucoup de pick and pop, c'est quand même des situations où tu es quand même tu vas moins provoquer de fautes, a priori. Donc ça explique en partie, mais en tout cas, c'est un truc à surveiller. Je pense à quel point est-ce qu'il peut ou pas s'améliorer sur ce côté provocation de faute, parce que voilà, t'as des mecs qui vont aussi se faire leur beurre comme ça quand ils vont aller hoop, etc. Et je mettrais quand même ça un peu à son discrédit entre guillemets aujourd'hui, le côté manque de vivacité, de pop ou l'agressivité. Mais de l'autre côté, c'est vrai que, on l'a dit, le spacing était atroce. Donc voilà, premièrement. Et puis même, en termes de passeurs de pick and roll, il y a des jeunes sympas. Jordan Poole, c'est un peu sympa, mais pas plus que ça, pas au niveau, pas sur pick and roll en tout cas. À quel point aussi, est-ce que c'est pas aussi à nuancer cet aspect de il est nul en rollman pour l'instant, parce qu'il n'y a pas ni le spacing ni les passeurs. Ça peut, je pense que à terme, dans un bon contexte avec de bons coéquipiers, on peut s'attendre à beaucoup plus que le score actuel de cette saison où il est quoi? J'avais noté 13e centile à peine. À peine 13e centile. On ne pourra pas faire pire en termes de contexte et même individuellement, je pense qu'il y a plein de choses à aller développer aussi. Tu l'as dit, je dis une bêtise parce que 13e centile, c'est sur rollman en général, donc il y a aussi les pick and pop qu'il a loupé. Donc sans doute que pour des. Mais tu vois, 15 alley-oop sur la saison, est-ce que ça en dit plus sur lui, sur le spacing, sur les passeurs ou sur tout en même temps? Surtout, je pense que c'est à peu près tout en même temps. Je suis assez d'accord là-dessus. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Et puis, vraiment, je pense que peut-être qu'on l'a bien dit, mais il évolue pas proche du cercle. Donc, difficile d'envoyer un alley-oop sur un pick and pop, quoi, tout simplement. Exactement. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais si Alex Sarr confirme le potentiel, l'intérêt du profil, c'est que c'est un poste 5 qui shoot. Voilà. Donc ça, en termes de atout tactique d'éloigner le protecteur de panier adverse du cercle, c'est quand même génial. Donc c'est aussi l'intérêt du profil. Et donc, justement, ce profil peut marcher si la défense tient au poste 5. Avant de passer à autre chose, qu'est-ce que tu penses un peu de sa défense, Alex Sarr? J'ai pas été fan, quoi. Ouais. Il est mobile. Il est le pivot défensif qu'il est le pivot offensif. Tu vois, c'est un peu ce truc de finalement. Il est le pivot offensif qu'il est le pivot. Attends, quoi? Physiquement, tu t'attendrais. En fait, physiquement, quand tu le vois, si tu le vois pas toucher un ballon, que tu le vois juste physiquement sur un terrain de basket, tu t'attends à un rim runner. Ouais. Entre guillemets. Et tu te retrouves avec un mec de pick and pop qui fait du short roll et qui a plus de ballons, mais en fait, qui a pas forcément cette explosivité ou cette verticalité, ou en tout cas, qui en profite pas. Je trouve qu'en défense, tu le regardes et tu t'attends à un défenseur qui va bien se placer en drop, qui va être super gênant, entre guillemets, en termes de protection de cercle. Et en fait, moi, je trouve la limite meilleure plutôt sur switch, en fait. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je dis qu'il est surprenant. Mais encore une fois, c'est parce que il y a un truc qui rejoint dans les deux, c'est qu'il manque de fondamentaux d'intérieur, quoi. En fait. Donc le drop et le rim running. Donc voilà. Alors, je veux pas du tout que la comparaison soit mal prise, mais c'est un peu comme Jackson Hayes, qui est très grand. Mais en fait, Jackson Hayes, c'est un pivot backup qui fait du switch all. Alors que tu vois, il fait pas switch all. Tu penses à un pivot de switch, tu dis ah ouais, ok, c'est un mec qui fait 6-6, 6-7, qui est pas très grand, donc ça switch. Ouais, non, Jackson Hayes, c'est un mec qui fait beaucoup de switch all. Et bon, je pense qu'on n'est pas du tout au même niveau de joueur, évidemment. Mais je pense que Sarr est aussi
un de ces mecs qui est peut-être est plus à l'aise pour l'instant, tant qu'il n'y a pas, comme tu dis, les fondamentaux, etc. Sur du switch all. D'ailleurs, on parlait de Jabari Smith, qui pour moi, je vais pas dire qu'ils sont identiques, mais ils sont quand même très semblables. Jabari Smith, c'est un peu pareil. Jabari Smith, c'est pas un intérieur défensif non plus, protection de panier, rebond, etc. C'est un mec qui est plus à l'aise sur du switch all, à mon avis aussi. Donc ouais, et puis je crois que il y a des bons flashs, on va dire, de protection de panier, mais aussi parce qu'il a des atouts physiques qui sont assez géniaux, quoi. J'ai pas exactement l'envergure, mais je crois qu'il a une très très belle envergure en plus de sa taille. Donc il y a du bonus aussi par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, tu vois, la perte d'efficacité qu'il inflige au panier, on est à moins 2%. Les gens shootent 2% moins bien face à lui que d'habitude. Donc c'est bien, c'est positif. Enfin, c'est positif. C'est négatif, donc c'est bien pour la défense. Mais les meilleurs de NBA, ils sont à moins 10, moins 12, moins 13, quoi. Donc on est encore assez loin de tout ça. Ce sera un peu à surveiller, je trouve. C'est un peu à surveiller parce que les flashs m'intriguent, mais ça dépendra aussi de dans quel système tu le fais jouer, quoi. Si demain les mecs ils disent on fait un système en drop où tu dois défendre un peu de manière traditionnelle à la Gobert, à la Brook Lopez, ça je pense que ça lui convient pas. Après, s'il développe un peu son côté défense off-ball, rotation, côté faible, et que tu es dans des schémas en switch all, je pense qu'il y a moyen d'avoir un défenseur largement au-dessus de la moyenne, très sympathique même. Ouais, oui, je pense, mais à voir comment il va se développer et puis à voir quelle direction ils vont prendre défensivement aussi dans les équipes où il sera. Quelle est donc ta 4e stat du jour à nous présenter pour nos Wizards 2025 ? C'est marrant qu'on ait parlé de protection de cercle, parce que bien que Alex Sarr, du coup, est le joueur qui a défendu le plus de tirs au cercle cette saison du côté des Wizards, je me demande si c'était lui ou si c'était pas plutôt un autre joueur le meilleur protecteur de cercle de leur équipe cette saison. Mm-hmm. Et du coup, la stat, c'est moins 6,7. Et c'est la perte d'efficacité infligée au cercle par Keyshawn George. Ah, oui. Ouais. Et pour aller un peu en complément de ça, on a aussi un 1,4 de block percentage qui est 92e centile chez les wings, donc les ailiers. Et notre ami Keyshawn George, avec sa taille de 6,7 et son envergure de 6,11, il est fonctionnellement très intéressant en défense. Et moi, j'ai beaucoup aimé sa saison, de manière générale, que ce soit en attaque ou en défense, mais je me suis dit que peut-être la défense était intéressante à mettre en avant parce que il y avait ce côté-là un petit peu... déjà, il peut défendre off-ball et on-ball de manière fonctionnelle et sur plein de différents coverage ou plein de différents joueurs. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il a défendu sur des Giannis, des ailiers très physiques, un peu rentre-dedans, Toumani Camara aussi un petit peu, et il peut justement garder les hanches, tenir le buste et arriver à rester, entre guillemets, contester les tirs et à continuer à les gêner. Et il peut aussi venir du coup du côté opposé, plutôt en aide, en safety ou en roamer comme on veut l'appeler, depuis le côté faible, entre guillemets, à l'opposé du ballon pour venir protéger le cercle si jamais il y a besoin, entre guillemets, de jouer un peu ce rôle-là. Et je le trouve assez bon dans ses lectures. Alors, il y a beaucoup de déchets. Il fait beaucoup de fautes. Il est à... Je sais plus les fautes par match, mais je vois là sur Cleaning the Glass, c'est 4,5 fall percentage. Pour vous donner une idée, c'est le 8e centile. Donc, il fait beaucoup de fautes sur les moments où il est sur le terrain. Donc, il fait que 26 minutes sur le terrain. Donc, il n'y a pas forcément le temps d'être en foul trouble, mais ça peut être problématique. Il est, pour te dire, par 36 minutes, il a 4 fautes par 36 minutes. Ouais. C'est pas mal. C'est pas, voilà, il fait beaucoup de fautes. Après, il tente beaucoup de choses. Ça pourrait être un bon playmaker défensif. Et moi, j'ai bien aimé ça et j'ai trouvé même qu'on retrouvait un peu sa bonne capacité de lecture, du coup, en attaque, notamment dans une capacité un peu de connecteur aussi. Donc, je sais pas si tu avais des stats sur Keyshawn George. Ouais, j'en avais, mais alors, juste sur les fautes, c'est vrai qu'il faut toujours faire attention. Mais moi, je préfère un mec comme ça, qui tente et qui fait des fautes pour l'instant. Après, si en année numéro 7 ou 8, c'est encore le cas, on s'inquiétera. Oui. Mais tu vois, par rapport à ça, c'est vrai que... Enfin, je crois d'ailleurs que c'est un peu comme ça qu'il avait tenté un peu de relancer Towns à l'époque. Je crois que c'est Thibodeau, il arrive, il dit mais je préfère que tu fasses plein de fautes par match, mais parce que tu tentes, et ensuite, une fois que tu as tenté, une fois que tu as ces schémas en tête et que ces automatismes, hop, on apprendra ensuite à baisser le curseur, plutôt que l'inverse, quoi, de pas faire les rotations du tout. Mais non, mais les fautes, c'est un peu... il fait beaucoup de fautes, d'accord,
Mais tu vois, les meilleurs sur les stats de fautes, par exemple, à l'époque, je me souviens, Lou Williams. Waouh, Lou Williams, il fait très peu de fautes. Oui, en même temps, c'est la défense toréador, quoi. Donc attention, c'est stats de fautes aussi. Pas toi, hein, je te dis pas toi là maintenant, mais parfois, il y a des gens qui utilisent des stats de fautes qui, en fait, ne veulent absolument rien dire. Pour le coup, donc, oui, j'en avais une note sur Keyshawn George. Moi, c'était 10. C'était le nombre de joueurs qui répondent aux critères suivants. Plus de 1,6 block percentage, 1,4 block percentage et plus de 1,6 steal percentage. Donc tu vois, on était un peu raccord au niveau de la défense. Alors aussi parce que, on va en parler, c'est surtout la défense qui est intéressante pour l'instant. Mais effectivement, il fait partie seulement des 10 joueurs NBA qui sont à plus de 1000 minutes ou 1500 et plus de 1,4% de bloc et également de steal percentage. Et les autres noms, c'est quoi? On a du Scotty Barnes, ok, playmaking défensif, SGA, Anthony Black d'Orlando, qui est aussi très bon là-dedans, Jaden McDaniels, Keon Ellis de Sacramento que j'aime beaucoup, Jaren Jackson, Draymond Green, Amen Thompson et Jakob Poeltl. C'est quand même pas mal hein, comme groupe comme filtrage de playmaker défensif, on va dire. Et c'est vrai que c'est, pour rappel, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est un rookie drafté 24e l'an passé, donc très jeune, 21 ans. Et un mec qui fait 6-8 de taille, un ailier de 6-7, 6-8 à peu près. Donc clairement, pour l'instant, sa première carte à jouer, c'est la défense. Et comme tu dis, être aussi jeune, affecter autant les tirs au panier, c'est quoi? C'est -7, t'as dit? -6, -7 à peu près? Ouais, -7 à peu près, 6,7 je crois. C'est quand même pas mal du tout. Hein. C'est même plutôt assez impressionnant. C'est même plutôt très impressionnant. Donc ouais, après, je sais pas si tu veux parler de l'attaque ou pas. C'est un peu plus brut, quoi. Alors, il y a des trucs sympas à la passe, et je pense que sa taille et sa vision de jeu l'aident, mais voilà, le corps, la fluidité des membres, entre guillemets, et le shoot aussi pose problème. Mais il y a d'idées, et puis je trouve que comme Bilal, ils l'ont un peu testé parfois en porteur de balle, sur des zoom action, des choses comme ça, et je trouve que on reconnaît quand même son intelligence de jeu. Voilà, maintenant il va falloir que son corps se devienne l'outil qui va lui permettre de mettre en image, entre guillemets, son intelligence de jeu, mais et ça ressort plus vite en défense qu'en attaque, mais voilà, c'est pas catastrophique non plus. Non, pas du tout. Je pense qu'on a juste affaire à un mec un prospect très brut en fait, qui est drafté très jeune, mais aussi parce qu'il a de très belles qualités physico-athlétiques, mensuration physique et même plutôt athlétiquement, c'est pas mal aussi hein, pour le coup. Mais le combo en fait, physico-athlétique plus instinct. C'est ça qu'on voit aussi dans le steal percentage et block percentage, c'est qu'il y a une certaine compréhension du jeu ou alors des instincts naturels qui sont très très bons. Et c'est aussi pour ça que je dis que c'est pour l'instant pas inquiétant le fait qu'en attaque il n'y a rien qui rentre pour l'instant, quoi. Je sais pas si tu as vu sa page sur Cleaning the Glass, c'est qu'il y a du bleu partout, quoi. Il y a du inefficace partout, dans toutes les zones, partout. Mais parce que l'attaque est pas encore là, mais ça viendra à terme, quoi. Là on a juste affaire à un mec qui a gagné 6 minutes à mon avis de par la défense, quoi, de par déjà cette polyvalence défensive de bon niveau. Mais c'est vrai que par ailleurs, bon, le scoring n'est pas là, mais le côté, tu vois, je te disais instinct, intelligence de jeu, etc., on le retrouve aussi dans le passing. C'est pas du tout un mec qui a un trou noir, c'est pas du tout un mec qui prend pas de bonnes décisions. Je trouve que c'est quand même plutôt, là encore, on retrouve ce côté bons instincts et faire la bonne action au moins, quoi. Je sais pas quel est son ratio de playmaking, mais je crois que c'est plutôt pas mal aussi. Oui, donc, ça s'est équilibré plus vers la passe. Voilà, il y a pas mal de pertes de balles aussi. Après, encore une fois, les pertes de balles chez les Wizards, il y a tellement peu de spacing et beaucoup de risques, c'est ok entre guillemets. Mais en effet, c'est vrai que bon, on est sur 87 de true shooting plus, donc les stats en plus c'est relatif à la moyenne. True shooting c'est l'efficacité, donc on est 13% plus bas que la moyenne NBA. C'est quand même très 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 inefficace. Bon, c'est jeune, c'est porteur de balle, donc on se fait pas trop de soucis. C'est-à-dire que c'est moins normal que pour d'autres postes, ok. Et en plus, il paraît, d'après ce que j'ai pu lire, que il est aussi drafté avec plutôt un bon shoot. En l'occurrence, le bon shoot n'est pas tombé du tout cette saison. Donc là encore, ça explique aussi l'inefficacité. Mais je pense qu'on peut s'attendre à mieux, quoi, en termes d'efficacité globale à terme, même à court terme, je pense. Bon, voilà, il fait 33% à 3 points. Il me semble qu'en fac, il est à 40%, 41% à la fac l'an dernier, l'année d'avant à Miami, avec 4 tentatives for match. Donc voilà, idéalement, je pense qu'on a non pas un plafond, pardon, mais un plancher minimum qui est quand même assez intéressant, quoi. C'est-à-dire un mec qui a un couteau suisse défensif avec du playmaking défensif, protection de panier depuis le poste d'ailier, c'est quand même toujours très cool. Plus on l'espère un peu de tout ce qui est rebond offensif, catch and shoot à 3 points. Ça c'est le minimum. Et après, peut-être qu'à terme, on verra ce que ça peut être le potentiel max. Mais pour ça, il faut aussi débloquer le dribble, la finition au panier, etc. Et c'est vrai que ça, pour l'instant, c'est pas là. Tiens, je vais aller sur un autre jeune, moi.
J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Ma 4e stat du jour, c'est 1,20. C'est le ratio de playmaking, justement, de Carlton Carrington. Alors, qui est Carlton Carrington? C'est quoi? C'est Bud Carrington, je crois, il se fait appeler. Bud Carrington. Là encore, hein, un jeune rookie des Wizards, 14e pick en 2024. Et bon, le ratio de playmaking, c'est quoi? C'est à quel point ton jeu penche vers le scoring ou le passing. Et donc, 1,20, on a un score de, je vais pas dire meneur pass first, mais pas loin non plus. Donc, on a quand même un jeu qui penche beaucoup sur le passing. Cela dit, il a été beaucoup responsabilisé en fin de saison. Il y a beaucoup de passes en fin de saison aussi parce que voilà, ça joue plus. Un tel vétéran joue pas, donc il a beaucoup de l'RN de l'équipe. J'ai pas été non plus bluffé par des passes de très haut niveau. Ça, je sais pas ce que tu me diras ce que t'en penses. Donc il y a quand même beaucoup d'assists où c'est un peu général de terrain, quand mais pas des lectures de très haut niveau. Ouais. Mais à quel point aussi est-ce que c'est pas lié au scoring? Alors ça peut être vu comme un bien ou un mal. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas trop le scoring, donc il n'y a peut-être pas autant d'ouverture pour des passes parce que la défense ne réagit pas à lui, etc. Donc peut-être que le passing pourra se débloquer à terme. Et je pense qu'un mec qui fait 6'4 de taille et qui a ce genre d'instinct de passing, ça peut être cool avec cette taille. Mais de l'autre côté, on peut voir le verre à moitié vide pour débloquer complètement, il faut que ça vienne. Or, pour l'instant, c'est pas ça. Et moi, j'ai un peu des doutes sur le côté drive notamment. À quel point est-ce qu'il va être capable de mettre la pression au panier? Bah ouais, et c'est marrant parce que je voulais prendre cette stat-là. Et j'ai revu les passes, j'ai revu un peu comment il était défendu et j'étais là. Ça ressemble beaucoup à du 1,20 de... Je peux pas faire grand-chose d'autre, entre guillemets. Et de bons commandants, entre guillemets, de général de terrain. Ouais, général de terrain. Mais en fait, c'est parce que il peut pas franchement aller au cercle. Ouais. Quand il y va, c'est pas franchement incroyable. J'aime bien quand il a pas le ballon. Des fois, un petit peu sur des cuts, sur du placement, tu sens qu'il y a quand même une certaine faculté à comprendre le jeu, mais il peut pas créer grand chose avec un ballon dans les mains, quoi. Oui, il est quand même très sympa en connecteur. Oui. Au milieu d'une zone, dans le dos d'une défense, il vient, il fait le lien entre le passeur et le finisseur de l'autre côté. Il est très bon, effectivement. Là-dessus, oui. En porteur de balle, j'aime moins, quoi. Et je me dis, est-ce qu'avec sa taille, il est suffisamment grand et est-ce qu'il va pouvoir shooter pour être un bon connecteur? Parce que meneur, tu vois, il est qualifié comme combo d'ailleurs sur Cleaning de glace. C'est marrant pour un mec qui fait autant de passes entre guillemets et aussi peu de scoring. Donc je me demande à quel point il va pouvoir être plus un connecteur si le shoot vient entre guillemets. Mais la partie porteur de balle primaire, j'y me projette un peu moins. Ma stat, moi, c'est que il était, tu vois, notamment 13% de fréquence au panier. 13% de ses tirs étaient au panier. C'est quand même extrêmement faible, hein. Pour le coup, à peine 13% de tirs étant au panier. Et en plus, si on étend un peu ça, en rajoutant un peu la zone des flotteurs, on est aussi 16% de tirs tentés autour du panier. Donc, au global, on est à quoi? 30% à peine, donc un tir sur 3, moins d'un tir sur 3 qui est tenté soit au panier, soit un peu autour. Et la majorité de son jeu, c'est du 3 points. Donc, il y a du catch and shoot, il y a aussi un peu de pull-up parfois. Mais c'est vrai que, voilà, on le répète assez souvent. Je trouve que c'est un passeur stationnaire qui est très très cool, c'est-à-dire quand ça bouge pas trop sur des remises en jeu ou alors quand il y a des sorties d'écran et pour le coup encore une fois les Wizards déroulent des bons systèmes et il a un passing quand il est un peu statique. La caricature c'est Josh Giddey, voilà, qui quand ça bouge pas trop, Josh Giddey il peut te faire des passes à la Kevin De Bruyne, ok, mais quand ça bouge il y a moins ça et je trouve que plutôt que le présenter de manière négative, il est nul là-dessus parce que pour l'instant il est encore jeune, il a 19 ans, même pas 20 ans, mais en tout cas c'est le point à surveiller pour moi sur les 3, 4, 5 prochaines années. C'est à quel point il peut développer un peu cette pression mise au panier parce que tout est lié, quoi. Scoring et passing sont liés. Donc ça peut décider, est-ce que tu vas juste être un passeur à la Josh Giddey ou D'Angelo Russell. Russell, c'est pareil. D'Angelo Russell, c'est un des meilleurs passeurs de NBA sur la précision pure quand ça bouge pas trop. Après, Russell n'a jamais réussi à développer tout ce qui était piqué dans le mouvement, le driving kick, etc. C'est pas hyper dynamique. Donc il y a cet archétype de joueur, ou alors, si le drive vient, t'as un playmaker beaucoup plus naturel et complet, on va dire. Mais tu vois, quand on rajoute aussi, troisième critère que j'avais noté, c'était les lancers francs, où il est là encore assez catastrophique. Donc tu vois, ça rajoute encore un truc, on voit qu'il met pas la pression au panier, il n'y a pas ce truc-là. Mais bon, on est encore très jeune, très très jeune. Lui aussi, c'est quand même projeté et vu comme un plutôt bon shooter à terme. En tout cas, c'était un peu l'espoir. Il a pris la moitié de ses tirs à 3 points cette saison. On verra comment ça va se faire. Tu vois, 80% aussi au lancer franc.
très bon indicateur pour le coup d'un bon toucher de balle et plutôt d'un bon jump shot potentiellement. Donc ouais, je suis assez intrigué parce que c'est pas un truc classique de le pick and roll à outrance, porteur de balle héliocentrique. Je pense pas que ce soit ça, mais le profil est sympathique. Par contre, c'est vrai que quid du scoring, parce que on l'a pas dit aussi, mais je trouve que défensivement il est quand même très très différent de Keyshawn George, quoi. Tu vois George, on est d'accord qu'il y a un niveau défensif qui est très cool, qui est un peu le plancher. Il y a pas du tout ça avec Carrington. Non, bah il est plus petit aussi, il y a moins d'outils et puis il y a moins de bonnes lectures. Après il est pas positionné aux mêmes endroits défensivement aussi. Ouais. Et puis sur le porteur. Mais il y a moins de jus à extraire de ce côté-là aussi. Donc on verra. Carrington, on verra. Est-ce qu'il fait beaucoup de passes parce qu'il veut, ou est-ce qu'il fait beaucoup de passes parce qu'il prend pas beaucoup de tirs, parce qu'il n'y a pas le scoring? C'est aussi la question. Et donc, on peut enchaîner avec ta 5e et dernière stat du jour. Quelle est ta 5e stat du jour à nous proposer pour ces Washington Wizards 2025? Bah, malheureusement, c'est 440. C'est le nombre de minutes jouées par Tristan Vukcevic. Ah. Et je suis triste. Parce que l'année dernière, il a tellement peu joué qu'il a même pas une ligne sur cleaning de glace de sa saison de l'année dernière. Et cette année, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent non plus. Juste cela dit, l'an dernier, il joue pas beaucoup parce qu'il débarque en NBA en mars, je crois. Oui. Tu sais, il venait... Enfin, c'était un peu inhabituel, mais il a racheté son contrat en mars en Europe. Et donc, il a fait 10 matchs. On s'est dit, ah, cool. Et donc ouais. et donc on est toujours aussi content quand on le voit. C'est juste qu'on le voit pas beaucoup. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il a prolongé son contrat. Il vient de re-signer Wizards, donc ça veut dire qu'il se projette potentiellement avec lui. Donc tant mieux. Au final, en plus, je crois qu'ils l'ont signé pour pas trop cher, de ce que j'ai compris. Ça doit être même c'est peut-être un two-way qu'ils ont signé. Oui, donc je pense que c'est voilà, au moins c'est une bonne valeur ajoutée pour eux. Et du coup, on a un profil d'intérieur protecteur de panier parce que il se place assez bien et qu'il a des longs bras, mais qui peut surtout jouer le connecteur, qui peut jouer le pick and pop, qui peut faire du pick and roll, enfin qui fait un peu tout, quoi. Mais qu'est-ce qu'il leur faut de plus pour le faire jouer finalement? Je comprends pas trop. Après peut-être que ils avaient peur d'être trop bons avec lui, quoi, mais je sais pas. Non, mais je suis quand même beaucoup plus bas que toi sur la défense pour le coup. Je pense que après il est grand, mais c'est quand même un peu limité. Protection de panier, etc. Je pense que c'est surtout un mec offensif, en fait. C'est un profil de pivot offensif, surtout. Mais ce que je me dis, c'est que c'est dommage, parce que la saison, de toute façon, il n'y avait rien à jouer défensivement, quoi. Et même en termes d'enjeu général. Donc, s'il joue pas dans cette saison-là, où c'était pas grave d'être 30e sur 30 en défense, c'est un peu dommage. Mais non, ce qui est intéressant, c'est le skill set offensif, le shoot et même surtout du dribble aussi, un peu de dribble, un peu de pull-up, un peu de passing aussi, de la part de Vukcevic. Moi, j'avoue que j'ai vu 10 matchs de lui quand il est arrivé en NBA l'an dernier et j'étais pas tombé amoureux quand même pas, mais directement séduit, quoi. Ouais. Parce que un pivot de cette taille-là qui a ce genre de skill set, c'est quand même assez rare, donc c'était assez appréciable. Et je te rejoins un peu sur la déception de ça aurait été cool de le voir un peu plus, quoi, pour le coup. Mais en même temps, il y a aussi Alex Sarr qui vient de se faire drafter quasiment premier sur le même poste. Peut-être que ça a été privilégié, plus Valanciunas aussi. C'est Valanciunas qui fait chier, en fait. Ouais, mais bon, comme ça. Mais vu qu'on l'a plus vu sur la fin de saison et que je crois pas qu'il s'est drafté à l'intérieur là, je me dis, on va peut-être pouvoir se faire un peu plus kiffer l'année prochaine et avoir plus de choses à raconter dans les bilans 2026. Mais c'est vrai que on n'a pas de stats autres que les minutes intéressantes à faire monter, quoi. C'est peut-être pas le point le plus intéressant, mais je pense que c'est quand même un joueur un peu à mettre en avant chez ces Wizards. Ouais, et 45 matchs NBA pour l'instant. Donc même les stats qu'on pourrait sortir, elles seraient pas totalement pertinentes, petit échantillon, etc. Mais je dirais que le point de bascule, ça reste quand même le shoot pour moi. S'il est capable d'être un shooter à 38-39% à 3 points, au moins, plus le skill set, ça il est là, on sait qu'il est là. Mais si le shoot se confirme, je pense qu'on peut avoir affaire à, alors je sais peut-être pas à ce point, mais tu vois ce que fait Santi Aldama à Memphis, qui est un peu le troisième big de la rotation, le big spacing. C'est pas le titulaire, hein, mais pour moi c'est un peu le plancher maximum, quoi, d'un joueur comme ça qui est hyper intéressant, qui a rien coûté, qui a vraiment rien coûté. Alors,
Il a peut-être été drafté au deuxième tour, je crois. Ouais. 42e Deuxième pick, tour, ouais, je crois. 2023, ouais, effectivement. Mais non, mais j'aime beaucoup aussi, donc on verra peut-être l'an prochain si on peut en avoir un peu plus à se mettre sous la dent. Je suis étonné que pour ta 5e stat, tu ne parles pas de Marcus. Non, bah non, j'ai pas voulu faire un truc sur Marcus Smart. J'ai pas voulu faire le gros relou. J'en parlerai l'année prochaine. Non, vraiment rien à dire sur Marcus Smart. Bah non, je pense pas que ce soit un endroit où il va se projeter longtemps, quoi. Donc sur 300 minutes, il y a pas grand chose à dire. Comment t'as vécu ces 15 matchs? Parce que je suppose que tu les as tous téléchargés, regardés. Je les ai regardés. Enfin, j'ai pas tout regardé, mais j'en ai regardé. Et bon, moi j'adore toujours autant le voir jouer sur un terrain de basket. Hein. Visuellement, je trouve ça toujours aussi cool. Hein. Mais bon, il y avait rien à gagner entre guillemets, quoi. Donc. Non, mais j'ai bien compris. Tu bottes en touche et tu me laisses y aller. Exactement. J'ai bien compris la stratégie. Bon, on va parler de Jordan Poole alors. Bah ouais, hein, je t'ai laissé. Pour une fois qu'il y a quand même un vrai joueur dans l'effectif, il faut quand même qu'on en parle. Mais, exactement. Non, mais alors, ma 5e et dernière stat du jour, effectivement, moi, c'était 88. 88, c'est le pourcentage de lancers francs de Jordan Poole en carrière. Ok. J'ai pris ça, donc c'est pas de la saison. J'ai un peu triché, mais non, mais en fait, c'est parce que ça fait donc en carrière maintenant quoi, 5-6 saisons que Jordan Poole shoot donc à 88% au niveau des lancers francs, ce qui est un score d'élite. Pour le dire également, c'est un score vraiment d'élite. Et je trouve que c'est significatif par rapport à une stat de cette saison, c'est qu'on a quand même la confirmation que le shoot, c'est quand même bien. Même très bien, c'est peut-être même la grosse satisfaction de cette année, c'est-à-dire 38% à 3 points sur 9 par match. Et c'est vrai que pour le coup, c'est un truc, moi, au tout début, quand il a un peu émergé en 2022, c'est un truc que j'ai argumenté en me disant, bon, en 2022, donc sa très belle saison avec les Warriors, etc., le titre, il est à 36% à 3 points, ce qui est pas mal, mais qui est au niveau de la moyenne. Mais tu regardes les lancers francs, il était à 92, presque 93, si on arrondit au-dessus, 93% au lancer franc. Et là, moi, je disais, il y a du toucher. Et le toucher, on peut le voir, pas qu'au lancer franc. On le voyait aussi sur les flotteurs absolument ridicules qu'il arrivait à faire par-dessus de Rudy Gobert ou des mecs comme ça. Donc il y a un toucher de balle en soi. Il y a aussi le jump shot en termes de mémoire gestuelle, puisque quand tu as 88% en carrière au lancer franc, c'est qu'à mon avis, voilà, on sait que c'est corrélé. Quand tu es bon au lancer franc, en général, tu es aussi bon au niveau du jump shot. Et donc, c'est vrai qu'on avait cette seule saison qui était intéressante en 2022, parce qu'avant, c'est un joueur qui est nullissime, qui est même pas un joueur NBA, pour le coup. Et il était à 36%. Et puis après, on a 2023, après cette pris une patate de Draymond Green chez les Warriors, 33%. Ok. L'an passé, après le trade, c'était une version qui était cataclysmique comme joueur, qui était à 32%, donc le tir était pas là. Et là, 38. Donc ça a un peu baissé, je sais pas si tu te souviens, mais il commence l'année en 41, 42, 43%, je sais plus, un truc un peu fou. Je pense pas qu'il soit à ce point, soit un joueur de type Kyle Korver, JJ Redick ou Stephen Curry, mais je pense qu'on a un vrai bon shooter en fait. Et en un sens, ça, c'est ce qui lui a permis d'avoir une efficacité globale qui est de nouveau positive. Il est à 103 de true shooting plus, donc plus 3% relatif à la moyenne. C'est la première fois depuis 2022. 2022, il était à plus 6. 2023, il est encore bon. Il était à moins 1%, donc autour de la moyenne. L'an passé, c'était 91. Mais comme on avait dit aussi l'an dernier dans le bilan de l'an passé, c'était pas pour le défendre. L'an passé, il était catastrophique, mais à un point où tu te dis, mais en fait, c'est pas le même joueur, quoi. C'était un mec qui était amorphe, c'était un mec qui physiquement faisait plus de décalage. Mais c'est aussi là où je veux en venir, c'est que je trouve qu'on n'a pas totalement le même joueur. Je trouve qu'on n'a pas retrouvé totalement le même joueur, et en un sens, il est efficace, plus efficace que la moyenne, c'est bien, parce qu'il shoot à 38% sur un grand volume, donc ça, c'est bien, la confirmation du shoot. Mais c'est vrai qu'en drive, et je crois que tu as des stats un peu de drive aussi, toi, mais ouais, le drive n'est pas revenu, quoi. Le drive a un peu plus disparu, quoi. Est-ce qu'il est au-dessus des 8 drives par match? Ouais. À 1,9 points par drive, c'est entre Jalen Suggs et Russell Westbrook. Exactement. C'est 56e sur 80 joueurs qui sont à plus de 8 par match. J'en ai un peu moins que toi parce que j'ai fait un filtrage de match aussi. Minimum 30 matchs. Parce que moi, je l'ai fait. Toi, t'en as 88, moi j'en ai 80. Non, mais effectivement, le drive est à 1,08 points par tir. C'est autour de Westbrook, mais le Westbrook de fin de carrière, de Scoot Anderson, qui était assez cata aussi, mais qui était le bon dernier de l'an passé. Jalen Green, qui a jamais été bon. Jalen Suggs, comme tu dis. Davion Mitchell aussi. C'est quand même pas top, et surtout, moi, je me souviens de quand il explose, quand il devient un vrai joueur, et pourquoi est-ce que je suis à ce point chaud sur lui? Parce que c'était un driver, en fait. C'était pas du tout la provocation de lancer franc aussi. Exactement. C'est ça qui était intéressant.
Mais il y a un peu l'image de, oui, c'est un poulet sans tête, un joueur de pull-up, alors que en vrai, le Jordan Poole de 2022 et 23, c'est encore un très bon joueur en 23, c'est pas un joueur de pull-up, quoi. C'est un joueur qui est un driver. C'est ce qui faisait toute la différence en termes de niveau de joueur et du coup de mon enthousiasme aussi. C'était que c'était un driver, c'était pas un joueur de pull-up un peu, voilà, les mecs qui font des pull-up à 2 points ou etc. Mais il n'y a pas trop de jeu derrière, quoi. Et en fait, en Jordan Poole en 2022, il est top 3, top 5, je sais plus, de toute la NBA en termes de drive. Et même en 2023, après s'être pris une patate et ce qui était une mauvaise saison entre guillemets, 2023, il était encore à 1,20 quasiment. 1,20 points par tir sur des drives, parmi les gros drivers. De 1,20, on a chuté à 1,08 cette année. Donc, pour dire, oui, l'efficacité est de retour, c'est très cool. Le shoot est là et ça se confirme que c'est un plutôt bon shooter, même très bon. Donc ça, c'est cool. Mais j'avoue que je suis passé un peu pour le râleur sur Twitter toute l'année et moi je disais mais c'est pas le vrai Jordan Poole, c'est une autre version, c'est une version d'un mec qui a du pull-up et qui maintenant met des shoots à 3 points, d'accord, c'est une version qui est très différente de ce qu'on a eu l'an passé, qui était totalement amorphe et inintéressant, qui était un des pires joueurs de NBA, voire même le pire assez facilement. Là on a un peu mieux et je trouve pas qu'on ait retrouvé l'agressivité, le coup de rein, l'accélération, le premier pas. Alors que c'était un driver explosif, et je trouve qu'on n'est pas au côté amorphe de 2024, mais on n'est pas totalement au mec aussi vif qu'avant, quoi. Donc je commence un peu à m'inquiéter, peut-être. Est-ce que, je vais me faire l'avocat du diable, est-ce que c'est pas lié au mauvais spacing aussi des Wizards? Est-ce qu'il serait pas à 1,15, 1,17, tu vois, plus au niveau de la moyenne, dans un meilleur spacing? Peut-être, mais je trouve que physiquement, il est quand même différent. Mais toujours dynamique par contre. Moi c'est un truc que j'adore, j'ai l'impression qu'il pèse 15 kilos de moins que tous les mecs sur le terrain. Et puis le changement de direction, la flexibilité, c'est la folie, quoi. C'est tellement pas autant cool. aujourd'hui, mais regarde les trucs de 2022, c'est... Ah bah oui, j'ai vu les finales en 2022. Incroyable, ah oui c'est vrai. Bon, je dis aux auditeurs en tout cas, allez voir les Jordan Poole, les drives 2022, c'est la folie, le changement de direction, la flexibilité des chevilles, la capacité à décélérer, c'est incroyable. Et je trouve qu'on retrouve un peu ça, après une année 2024 qui avait dû être compliquée, entre il se fait bastonner, la franchise tranche pour l'agresseur plutôt que lui, bon, ok, on va pas revenir là-dessus, mais il a pas eu une bonne saison du tout l'an passé, comme dit. Ouais. Mais on n'est pas encore totalement là. Mais peut-être, comme tu dis, peut-être qu'avec un bon spacing, on aura mieux. Mais j'attends de voir, parce que si le drive ne revient jamais, pour moi, on est un calibre de joueur qui est totalement différent. On a un joker offensif qui est sympathique, mais on n'a pas un mec qui peut être un vrai créateur de jeu. Alors peut-être pas à 35%, mais on avait un vrai créateur de jeu secondaire de très bon niveau. Là, juste du pull-up, un peu de passing sympa, mais pas plus. Voilà, surtout que le passing, c'est pareil. Le passing était aussi cadré chez les Warriors, et le passing, il y avait du déchet. Je pense pas que la prise de décision soit si bonne que ça. Donc l'intérêt du profil, c'était vraiment ce côté dynamique, le drive, le scoring, l'efficacité. C'est un mec ultra efficace et en plus, il était efficace sans surchauffe à 3 points à l'époque. Il était à 36% en 2022 et combien, 32, 33 on a dit en 2023, 2 saisons où il est soit hyper efficace, soit au niveau de la moyenne. Donc il n'y a pas un surplus d'efficacité au shoot, c'était vraiment le drive, quoi. Et là, on a perdu ça, donc quid de ça? On verra, peut-être que ça revient petit à petit. On sait pas, on s'inquiète pas encore totalement, mais bon. Après, il va être aux Pelicans. Est-ce qu'il va s'amuser aux Pelicans? C'est une autre histoire. Oh là là, les pauvres, il va avoir des gens téméraires avec lui. Effectivement. Donc voilà pour le cas Jordan Poole, pas plus à dire, si ce n'est que la défense est toujours aussi catastrophique, peut-être. On peut quand même le dire. J'adore la manière dont Iguodala en parlait, tu sais. Il disait. En fait, il lui dit à Jordan Poole, mais Jordan, tu sais que tu serais moins pire si tu essayais pour de vrai, plutôt que de faire semblant d'essayer. Ou bon, bref. Mais non, la défense est quand même toujours problématique, mais bref. Donc on a fait nos 5 stats chacun. Est-ce qu'il te reste des stats à évoquer ou des joueurs dont tu voulais parler? Corey Kispert, on l'a déjà fait en long, en large et en travers l'année dernière, et il n'y a rien de bien nouveau. Donc, ouais, je pense une saison classique pour Corey Kispert. Ouais, juste attendre qu'il se fasse trade dans un contexte intéressant. Oui, alors, juste pour dire d'ailleurs,
Hazard, il s'est pas fait échanger cette année parce qu'il avait c'était une poison pill. Poison pill. Exactement. Donc il avait prolongé son contrat de manière anticipée, ce qui faisait que ça compliquait les échanges. Donc c'est pour ça qu'il ne s'est pas fait échanger, mais je pense que peut-être il pourrait se faire échanger très prochainement. Désormais, un shooter en sortie d'écran qui fait une saison à 36-37% à 3 points, je crois. Oui, puis il y a pas mal de passing, entre guillemets, de compréhension et de cut aussi pour un profil de joueur à 3 points. Donc, c'est pas un 3&D, c'est un 3 and cut. C'est un 3 and pass and cut. Bon, il n'y a pas énormément de défense, mais très dynamique et qui apporte beaucoup de spacing et qui pose des écrans, enfin qui fait plein de choses en attaque, qui est un super joueur offensif. Mais du coup, bon, on l'a déjà fait l'année dernière, donc j'allais pas remettre une couche. Et qui est à 13 millions l'année, hein. 13 millions, ou 14 plutôt, 14 millions, 13 millions. Donc c'est quand même pas mal hein, comme contrat à échanger. Ouais, je pense qu'ils vont se récupérer des tours de draft avec ça. Et non, j'avais Justin Champagny qui a fait sa première vraie saison NBA et qui peut être lui pour le coup un 3&D intéressant si le tir continue de tomber. Ouais, il a combien cette année, Champagny? 38, 39, 40. Enfin, 38, ouais, tu vois, il les met quoi. Il met ses tirs alors qu'avant c'était pas trop ça, mais le process de tir est bon, la défense est plutôt bonne. Je crois qu'il a un steal percentage assez élevé de ce que je me rappelle, et puis il a un coffre et un corps intéressant pour être un peu dans ce moule-là. Et ils l'ont re-signé pour 3 ans, je crois. Donc ils lui ont fait confiance là-dessus. Ouais, il était en two-way. Il était en two-way jusqu'ici, mais il a eu un vrai contrat en mars dernier. C'est vrai que le shoot est un peu le point de bascule, c'est pour ça que t'en parles aussi, mais parce que c'est un mec, bon, il est pas hyper costaud, hein, il est pas hyper épais, mais assez athlétique, assez vif, je trouve, plutôt pas mal en défense aussi. Un peu comme son frère jumeau aux Spurs, que j'aime beaucoup pour le coup. Mais c'est vrai que jusqu'ici, on n'avait pas trop de shooters. On a un mec qui à NCAA était à 29%, 28%, un truc comme ça. Mais le lancer franc, c'est pas terrible. Lancer franc, c'est pas terrible, et pour l'instant, en NBA, il avait pas trop joué. Donc là, on verra. Ça se trouve, c'est juste une saison à 38 parce qu'il a tenté combien de tentatives 200 presque. Bon, ça va. Mais à confirmer sur la durée. Mais ça peut être, comme tu dis, un joueur sympa qui a que 23 ans en plus. Hein. À peine 23 ans, alors que draft 2021, si je ne dis pas de bêtises. Mais ok, non, moi un autre joueur que je voulais évoquer aussi. Mince, j'ai perdu ma fiche, c'est pas très grave. Je peux le retrouver vite fait. La stat, si je te dis 24, ça te parle 24 ? Le nombre de matchs joués par Chris Middleton. Non, par Malcolm Brogdon. Mais qui êtes-vous, monsieur ? Où en êtes-vous ? Que se passe-t-il, Malcolm Brogdon ? J'ai l'impression qu'il a disparu depuis 2 ans et c'est tout. Il a joué 24 matchs à peine chez ses Wizards, donc en plus, tu vois, quand il joue, tu dis, quand il joue une équipe où il n'y a personne, en tout cas pas grand monde, non, il a joué 23 minutes par match en plus, donc tu vois, c'était vraiment une saison complètement au ralenti, complètement intermittent de spectacle, quoi. Donc je suis un peu déçu, c'est vrai que on a eu un enchaînement là où il était star titulaire à Indiana, il se fait changer à Boston, il devient, role player de luxe, 6e homme, non, il gagne le 6e homme. Si je dis pas de bêtises à Boston. À Boston, ouais, c'est ça, il gagne le 6e homme de l'année, c'est vrai. Mais c'était génial, hein, tu avais un titulaire. Bon, lui, dans son référentiel, c'était pas top, parce qu'il passe de titulaire à joueur de banc. Mais pour Boston, c'est génial. Tu te prends un titulaire NBA que tu mets dans un rôle de backup, qui était génial, quoi, pour le coup. Donc ça, c'était cool. Il est inclus dans le trade de Jrue Holiday, tu dis, ah mince, il va à Portland. Bon, Portland, ça peut être pas mal, ou alors il va se faire revendre en piste détachée. Il est pas revendu. Il est pas revendu par Portland, il fait l'année à Portland. Il va à Washington cette année, le trade de Avdia d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi les Wizards ont lâché Avdia. Il fait 24 matchs. Et là, tu te dis, mais en fait, il a 32 ans. C'était il n'y a pas si longtemps, les années où il était bon. J'avoue que ça fait un peu 2 ans où je suis très déçu par ce qu'il fait, quoi. Parce qu'en fait, il fait pas grand-chose. Il fait rien. Oui, il est pas, et puis il est pas disponible, quoi. Quand il est disponible, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous les dents, et il est la plupart du temps pas très disponible. Alors, au moment où on enregistre, il est free agent. Il n'a pas encore signé pour sa mid-level exception, soit aux Lakers, soit à Denver, soit je sais pas où est-ce qu'il peut aller, ou chez les Warriors. Donc, il est encore free agent, nous, au moment où on parle. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est pourquoi est-ce qu'il s'est pas fait échanger, vu qu'il était en fin de contrat ? Pourquoi est-ce que Portland l'a pas échangé avant donc Avdia ? Ou pourquoi Washington l'a pas échangé aussi, là, pour 6 derniers mois ? Je pense que c'est parce que le niveau de jeu qu'il montrait était peut-être pas assez, quoi. Je suis étonné que personne soit allé le chercher pour pas grand-chose, Brogdon. Et ça recoupe un peu avec le côté où quand il joue, il est un peu au ralenti, quoi. Donc un peu décevant pour le coup, je dois dire, Brogdon. Mais bon.
Middleton aussi, non, je pense qu'il n'y a rien à dire à Middleton Non. pour le coup. On a fait à peu près le tour. D'autres jeunes sympas. Moi j'aime bien Colby Jones, mais on en parlera peut-être un autre moment. Jared Butler, un jour aussi, peut-être on en parlera, mais bon. Ah, G. Johnson aussi, qui est parti des Bucks. Bagley qui avait on avait tenté de relancer le projet, mais ça n'a pas marché. Mais... Oui, il est à Memphis. Il a re-signé à Memphis d'ailleurs. Ah oui, ok. Bref, donc voici pour ce bilan 2025 des Wizards. Si t'as rien à rajouter, on peut s'arrêter là. Et en tout cas, merci beaucoup d'être passé sur le Basket Lab encore une fois. Et bah, avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu et voici pour une des équipes peut-être les moins sexy on va dire en termes de NBA de 2025, on n'a pas été sur une grosse année mais c'est toujours le cas intéressant je trouve avec ces équipes un peu de tanking où finalement il y a assez peu à dire d'un point de vue collectif, en final à part dire que ils sont nuls, les tirs rentrent pas, parfois il y a un peu de fond de jeu à décrire mais ça passe assez vite, mais l'intérêt c'est aussi de s'attarder un peu d'un point de vue scouting et évaluation de joueurs par rapport à tous ces jeunes joueurs. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui avec Jordan Poole et des mecs comme ça un peu plus vieux, mais même donc les plus jeunes, les Koulibaly, les Alex Sarr, les Keyshawn George et autres dont on a parlé aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi les bilans d'équipes un peu nuls. Ne soyez pas trop réticents. Il y a cet aspect aussi très prisme individuel et scouting et joueurs. Des joueurs qui d'ailleurs peut-être sont coincés actuellement dans des mauvaises équipes, mais soit l'équipe peut aussi devenir bien. Et donc c'est bien d'avoir entendu parler d'eux à la base et puis même peuvent être transférés dans d'autres très bonnes équipes donc voilà sur des prochaines équipes et d'ailleurs demain une nouvelle mauvaise équipe. Demain nous allons parler des Charlotte Hornets et donc sur ce je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Azad d'être passé sur le Basket Lab encore une fois et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.